va commencer. Régio, je te laisse la présidence. Moi, je vais faire le soutien technique derrière s'il y a. Allume ton micro, par contre, Régio. Très bien, donc merci, merci Vincent. Merci aussi à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, notre séance va porter sur un livre, donc Éduquer la nation en Éthiopie, École, État, Identité dans l'Oualita 1941-91, dont l'auteur, c'est lui-même qui va le présenter, c'est Pierre Guédy, qui est docteur en histoire à Paris, donc Sorbonne, et que désormais il est comme vient ici, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD. Il est aussi membre du laboratoire CEPED. Pour la discussion, on aura Étienne Smith, qui est docteur en histoire par Sciences Po, Paris, et qui désormais, il est maître de conférences à Sciences Po, Bordeaux. Et puis, le 12e discutant, c'est Jean-Nicolas Bach, docteur en histoire à Sciences Po, Bordeaux, et qu'il est à ce moment aussi chercheur associé au LAM. Il a été coordinateur du CEDEJ, donc à Khartoum, entre 2016 et 2020. Donc, pour une question probablement des règles, donc nous aurons entre 25 à 30 minutes pour Pierre Guidi, donc son exposition. Et puis, ce sera à Étienne et Jean-Nicolas Bach, 20 minutes chaque après ces discussions. Donc, on aura effectivement la participation c'est-à-dire des participants qui sont ici et qui seraient en train de poser des questions. Donc, pour commencer, donc, Pierre Guidi, tu as la parole. Donc, sois à l'aise, expose-toi et merci. Merci pour cette présentation, puis merci pour cette invitation. Je suis assez content de voir là les noms des personnes présentes parce que pour certaines et certains, nous nous connaissons depuis pas mal d'années, mais finalement, on a eu peu l'occasion d'avoir des échanges scientifiques ensemble. Voilà, donc moi je suis très content de présenter ce livre, de vous le présenter. Très content aussi qu'Étienne et Jean-Nicolas le discutent. Parce que Étienne était venu à Paris dans mon séminaire discuter des histoires noires de la République, je me souviens. Donc, ça fait toujours plaisir qu'il y ait un échange comme ça qui se passe. Et puis Jean-Nicolas, ma foi, ça fait pas mal d'années qu'on se fréquente sur l'Éthiopie. Donc, voilà, je suis très content. Ce que je propose de faire, c'est de présenter mon livre, évidemment, mais de faire des liens en introduction et en conclusion avec un peu la situation actuelle en Éthiopie pour essayer de montrer, vraiment dans une démarche historienne, comment est-ce que le passé peut aider à éclairer le présent. Parce que finalement, les conflits actuels en Éthiopie s'inscrivent dans un passé long. Voilà. Donc, apporter des éléments de réflexion. Et d'autant plus qu'au moment même où j'ai commencé les recherches qui ont donné lieu à ce livre, qui étaient des recherches de thèse, en 2008, les débats étaient vraiment déjà importants, des débats identitaires notamment. Donc, je vais y revenir. Donc, je démarre. Donc, Éduquer la nation éthiopienne, école, État et identité dans l'Oualaïta, est une histoire de la nation vue depuis l'une de ses marges, des années 1940, donc sous la monarchie de droit divin de Haïlé Sélassié, à la chute du régime marxiste-léniniste du Derg en 1991. Donc, je me suis lancé dans ce travail en suivant après d'autres l'invitation faite par l'historien éthiopien Barouz Aoudé de pousser plus avant l'histoire du sud éthiopien, c'est-à-dire des régions qui ont été conquises à la fin du XIXe siècle par les armées de l'empereur Ménélique. Alors, parmi elles, on compte le Wolaïta, qui est l'objet de cette étude, mais de très vastes régions, toutes les régions Oromo, le Sidama, la ville de Harar, la région Somalie, etc. Donc, pour les populations qui ont été soumises à ce moment-là, l'intégration à l'Éthiopie s'est traduite par des formes extrêmement sévères de contrôle politique, d'exploitation économique et de domination culturelle. Donc en 2008, quand j'ai commencé ces recherches, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, les débats étaient très vifs sur la reconnaissance des cultures minoritaires et l'accès aux ressources de l'État au sein de l'Éthiopie fédérale qui avait été établie en 1991. Donc visant à donner représentativité et autonomie
aux diverses nationalités qui composent la nation, ce fédéralisme était vu comme une solution pour résoudre les oppressions passées. Mais en même temps, il faisait de l'identité, enfin ce fédéralisme faisait de l'identité le principal vecteur des revendications politiques. Donc la question scolaire, et tout particulièrement celle des langues d'enseignement, cristallisait de très lourds enjeux politiques entre reconnaissance culturelle par les langues régionales et intégration nationale par l'Amérique, avec pour toile de fond la mobilité sociale et géographique à l'intérieur du pays. Alors depuis, la violence inhérente à la politisation des identités n'a cessé de monter en intensité. En 2014, les Oromos sont entrés en contestation ouverte en dénonçant leur statut subalterne au sein de la nation. Donc leurs manifestations sont sévèrement réprimées par l'État central. Des massacres se sont multipliés. Dans l'ouest du Shoa, dans le Wollega, des Oromos massacrent des Amaras. Dans le Bénichangul, des Gumuz tuent des Oromos et des Amaras. Plus à l'est, des Somalis massacrent des Oromos. Des Sidama tuent des Wolaïta dans la ville de Hawassa. Il y a des dizaines de milliers de réfugiés internes. Et je pourrais multiplier les exemples. Alors, les enjeux de ces conflits sont politiques et économiques, mais le vecteur est identitaire. Depuis le mois de novembre, l'État fédéral éthiopien est officiellement en guerre contre la région du Tigré au nord du pays. Enfin, vous le savez, tout ça. Et les régions de ces conflits divergent. Le Tigré, par exemple, revendique une place de choix en tant que berceau historique de l'Éthiopie. Les populations du Sud, elles, dénoncent leur marginalisation en tant que population conquise et jamais réellement acceptée. Mais tous ces conflits, malgré leurs différences, prennent place dans le fédéralisme mis en place en 1991 et questionnent l'existence même de l'Éthiopie en tant que nation multiple. À partir du cas du Wolaïta, j'ai voulu montrer dans ce livre comment, dans les régions conquises, les identités locales se sont reconfigurées depuis l'intégration à l'Éthiopie, et ce, avant 1991, c'est-à-dire avant que l'identité ne devienne le principal marqueur et vecteur politique. Donc, en fait, je me suis demandé comment les conceptions de la nation se sont transformées et quel rôle les populations locales ont joué dans cette transformation sur l'espace d'un demi-siècle. Donc, le rôle des populations locales se manifeste notamment dans les luttes scolaires, qui sont des luttes pour le monopole de la culture légitime et pour l'accès aux ressources économiques et politiques. Donc, l'école est un lieu de production de la nation, une interface entre les périphéries et le centre, et les dynamiques scolaires permettent donc de comprendre les processus d'inclusion et d'exclusion qui sont au cœur des constructions nationales. Alors, je pourrais parler plus en détail, si vous voulez, tout à l'heure de la façon dont j'ai construit mon objet, des soubassements théoriques, notamment sur le nationalisme. Pour l'heure, je vais simplement dire que je me suis inscrit dans la micro-histoire comme méthode pour construire le macro par le micro, parce que la micro-histoire permet de penser ensemble individus et structures, permet d'être attentif aux allers-retours entre les périphéries et les centres pour comprendre comment les marges font la nation, et elle permet aussi de dégager des tendances globales sans gommer la multiplicité des micro-trajectoires. Donc les urbains et les ruraux, les Wolaïta et les colons venus du Nord, les femmes et les hommes, toutes et tous ont été actrices et acteurs d'histoires multiples que l'on peut tisser en une histoire, en une trame commune. Donc le livre, il est construit en deux parties qui correspondent aux deux régimes politiques. Alors bien sûr, les dynamiques sociales enjambent les périodes, mais la révolution de 1974, qui a renversé Haïlé Sélassié et porté au pouvoir le régime marxiste-léniniste du Derg, a eu des effets politiques radicaux qui justifient une telle césure. Alors chaque partie est divisée avec des chapitres en miroir. Premièrement, je traite de la conception des politiques scolaires, avec ses multiples acteurs, des acteurs internationaux comme les États-Unis sous le régime de Haïlé Sélassié, la RDA sous le régime du Derg, l'État national éthiopien et des acteurs aussi locaux et régionaux. Deuxièmement, je traite des dynamiques de scolarisation, qui va à l'école, pourquoi, qu'est-ce que cela dévoile des rapports de pouvoir et comment cela les transforme. Troisièmement, je traite des enseignements scolaires, donc qui définissent des critères d'appartenance à la nation et qui visent à inculquer un passé et une destinée commune, c'est-à-dire, en gros, comment souder une population verticalement à l'État, comment souder une population horizontalement, et aussi en nous jetant une troisième dimension qui est la dimension temporelle, c'est-à-dire que les nations ont vraiment une dimension temporelle extrêmement importante, cette idée d'un passé commun, d'une destinée commune, et un présent qui est constamment en tension entre les deux.
Quatrièmement, j'ai parlé des rapports de pouvoir dans l'école et des sociabilités scolaires, en tentant de considérer l'école non pas comme un microcosme du social, mais comme un microcosme politique spécifique qui est en relation constante avec l'extérieur, selon diverses modalités que je ne vais pas énumérer ici. Et enfin, cinquièmement, je parle de l'histoire politique et sociale des diplômés. Donc pour ça, j'ai pu disposer de sources abondantes, des programmes, des manuels, des statistiques scolaires, des articles de presse, de la littérature scolaire et une quarantaine d'entretiens oraux. Donc à travers ces dynamiques de scolarisation, j'ai identifié une série de tensions qui donnent lieu à des négociations, des malentendus constructifs ou des confrontations. Là, je vous propose de vous en présenter 3. Le premier, c'est la lutte pour l'espace scolaire et le monopole de la culture légitime. Donc, une des dimensions centrales du projet scolaire à partir des années 1940, c'était l'homogénéisation culturelle. Donc, ce projet reposait sur l'idée de la supériorité de la civilisation du centre et plus que généralement sur la conception commune au XXe siècle, selon laquelle l'État-nation centralisé et homogène constituait un progrès historique. Les marqueurs de l'identité nationale étaient la langue amharique, le christianisme orthodoxe et l'histoire officielle de la dynastie au pouvoir. Or, ce projet d'homogénéisation rencontrait l'opposition des élites locales, dont le pouvoir reposait justement sur la distinction. Il y avait donc un conflit entre les intérêts de ces deux étages du pouvoir politique, l'État d'une part, et les élites locales censées le représenter d'autre part. Donc, un des arguments clés des élites locales était justement leur prétendue supériorité culturelle, qui justifiait la mise en sujétion des populations conquises. Par ailleurs, ils avaient conscience que l'école venait concurrencer l'hérédité et les possessions foncières comme moyen d'accès au pouvoir. Donc, ils avaient donc l'intention de s'en réserver l'accès. Voici par exemple ce qu'écrivait un administrateur scolaire du Wolaïta, Bogale Walelu, en 1941, dans une lettre adressée au ministère de l'Éducation. Donc là, je le cite. « Après avoir pillé sa terre et exploitant sans merci sa force de travail, les aristocrates ne veulent maintenant pas que le peuple apprenne. Voici ce qu'ils disent. Si nous libérons les paysans grâce à notre savoir, où trouvera-t-on des ignorants? Notre pays est peuplé de seigneurs qui considèrent que l'un doit être esclave de l'autre et que le peuple doit être gouverné par l'oppression. » Donc là, on voit que la relation entre savoir légitime et pouvoir était clairement exprimée par ces élites locales. 30 ans plus tard, un matin du second semestre de l'année 1971, une violente bagarre a éclaté dans l'école secondaire entre les enfants des propriétaires fonciers vivant en ville et les Wolaïtas venus des campagnes. Armés de pierres et de bâtons, les deux groupes d'élèves se sont battus pendant une demi-heure avant que la police intervienne. Plusieurs ont été gravement blessés. La bagarre a éclaté car les enfants Wolaïtas ruraux ne supportaient plus d'être insultés. Donc je cite un acteur. Les enfants des Amaras de la ville nous disaient: vous les Wolaïtas, vous devenez éduqués et commencez à nous prendre de haut. Retournez dans vos campagnes manger vos patates. L'éducation ne sert à rien pour vous. Vous êtes nés pour nous servir. Donc un jour, nous en avons eu assez et nous nous sommes battus. Donc par Amara, ici, il faut entendre non pas le gros mot ethnie, mais la classe qui monopolisait le pouvoir politique et économique, que les familles qui la composent soient effectivement Amara ou pas. Au début des années 1970, ce que cet exemple montre, c'est que l'école était devenue un lieu central d'âpre lutte pour la reproduction ou la contestation des hiérarchies sociales. À partir du milieu des années 1960, des Wolaïtas sont arrivés en masse dans l'école secondaire de la ville, de la capitale régionale. En 1965, la population urbaine était de 10 000 habitants. L'école secondaire scolarisait 1600 élèves, dont une majorité de Wolaïtas venus des campagnes. Donc leur présence dans l'école, et plus généralement en ville, qui était le centre du pouvoir, était perçue comme une menace. Quels ont été les ressorts de la scolarisation des ruraux et quelles aspirations plaçaient-ils dans l'école? Donc les dynamiques scolaires à la société rurale Wolaïta, en particulier son rapport à la langue et à l'écrit, témoignent des réponses mises en œuvre face à la marginalisation. Donc, ce qui m'amène à une seconde tension qui est, en gros, comment entrer dans la nation sans se perdre. Là, je vais beaucoup parler de la langue et de l'écrit. En fait, en relisant le livre pour faire des présentations, là, c'est la seconde que je fais, j'étais surpris à la rigueur, la question linguistique aurait pu apparaître, je ne sais pas ce que vont en penser Étienne et Jean-Sébastien, mais en fait, la question de la langue aurait pu apparaître dans le titre
parce que je me suis amusé à écrire amharique et langue, à faire la recherche dans le livre, et en fait, ça apparaît quasiment à toutes les pages. Voilà. Donc, je vais citer 2 proverbes. L'amharique, la langue qui te punit. L'amharique, la langue qui te fait payer des taxes. Donc, de tels proverbes, forgés au début du XXe siècle et toujours en cours dans les années 1950, témoignent de l'hostilité envers l'amharique, directement assimilée à un pouvoir arbitraire et prédateur. Ah, tu vas à l'école, tu vas aider à prélever des taxes. Cette phrase, répétée de façon proverbiale aux jeunes Wolaïtas scolarisés jusqu'au milieu des années 50, témoigne de la méfiance du monde rural envers les élèves qui deviendraient des alliés des oppresseurs. L'amharique, et tout particulièrement sa forme écrite, était l'instrument des collecteurs de taxes et des tribunaux, un instrument d'oppression. Voici maintenant comment un témoin raconte pourquoi ses parents l'ont scolarisé après avoir perdu un procès au milieu des années 1950. Je cite : « Cette classe dirigeante, venue du Nord pour gouverner les Wolaïtas, lisait et écrivait. C'était un miracle pour notre peuple, et cela le mettait aussi en colère. Alors, notre peuple a voulu que ses enfants aillent à l'école. » Donc, maîtriser l'amharique et l'écrit permettrait de sortir de la marginalisation. Cependant, comment adopter l'amharique ? Comment se plier à la culture imposée par l'école sans se perdre dans le monde de l'autre ? En gros, comment entrer dans la nation ? Comment devenir éthiopien tout en restant Wolaïta ? La résolution de cette tension s'est trouvée dans le protestantisme. Apporté par les missionnaires nord-américains de la Sudan Interior Mission au début des années 1930, il a été adopté massivement par les campagnes Wolaïta en l'espace de 2 décennies. Au début des années 1960, l'église protestante Wolaïta était une église indépendante, à l'image des églises indépendantes kenyanes ou d'Afrique du Sud, qui étaient des églises dites noires. Donc, j'analyse les ressorts de la conversion en détail dans le livre, ici, disant simplement que le protestantisme offrait une alternative, celle d'une religion perçue comme internationalement puissante et qui n'était pas celle de leurs conquérants. Donc, le protestantisme a permis une reconstruction identitaire, de quitter la psychologie du vaincu, comme me l'ont dit de nombreux paysans Wolaïta. Le protestantisme a permis aussi la réorganisation des communautés rurales autour de leurs églises. Et puisqu'il fallait lire le Verbe pour être converti, le protestantisme a aussi donné lieu à la construction d'un réseau scolaire rural aux mains des communautés. Au milieu des années 1940, le gouvernement central a interdit aux églises protestantes de diffuser les Bibles en langue locale. Ce qui fait que les enfants des familles converties ont appris à lire l'amharique, la langue nationale, mais dans des écoles qu'ils considéraient comme les leurs, dans leurs propres écoles de village. Et là, c'est intéressant parce que il y a 2 régions en Éthiopie. Il y a le Wolaïta, il y a le Wollega, qui est une région oromo aussi protestante, et sont historiquement les régions les plus scolarisées. Dans le Wollega et dans le Wolaïta, dès les années 50, il y avait un réseau d'écoles primaires rurales qui maillait entièrement les campagnes. Au même moment, au nord, dans les régions de langue amharique, il n'y avait strictement aucune école dans les campagnes. Les écoles étaient uniquement dans les villes. Donc les régions protestantes sont vraiment des régions surscolarisées par rapport à l'ensemble, par rapport au reste du pays. Donc c'est à partir de ces écoles rurales que les Wolaïta ont massivement investi le système scolaire gouvernemental, mais en posant des conditions à une école assimilatrice qui infériorisait leur identité. On peut résumer ces conditions ainsi. Pour avoir le droit d'être éthiopien, nous apprendrons votre langue, nous changerons nos noms, nous adopterons vos codes, mais nous resterons protestants, car il s'agit de notre identité Wolaïta. Donc il s'agissait d'une revendication forte, car le christianisme orthodoxe était un pilier de l'identité nationale éthiopienne, et un pilier exclusif. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'était pas chrétien orthodoxe, on était un citoyen de seconde zone. Ce faisant, les élèves Wolaïta poussaient à un élargissement des critères d'appartenance à la nation. Le derg, le régime donc militaire marxiste qui a pris le pouvoir en 1974, a reconnu l'oppression des diverses nationalités. En revanche, il était hors de question d'avancer des revendications sur des critères identitaires. Le pendant de l'exclusion était l'unité, et le derg professait un nationalisme radical. Dans la logique de son marxisme-léninisme, le derg a mis en œuvre une réforme agraire et une politique d'éducation de masse, donc à partir de la fin des années 1970. En partie grâce à la réforme agraire qui a chassé les propriétaires terriens, la politique scolaire a rencontré une réelle adhésion. Voici ce qu'en dit un paysan. Je cite :
Avec la nationalisation des terres, les paysans pauvres se sont sentis égaux et citoyens. Ils ont abandonné le métayage et la soumission aux seigneurs. Avec cela, chaque foyer a reçu une éducation. J'apprécie le derg pour l'éducation massive, pour la libération massive, peu importe les sacrifices que nous avons payés. Donc là, pourquoi elle dit, de quel sacrifice il parle, j'y reviendrai. Il parle de l'extrême violence du régime du derg et notamment du fait que la jeunesse a été massivement envoyée au front contre la guerre en Érythrée. Mais voilà, cette personne a perdu son fils au front, mais dit que malgré tout, il apprécie le derg comme une libération massive. Donc la campagne d'alphabétisation visait à alphabétiser toute la nation en langue locale et en amharique, tandis que des écoles étaient construites dans chaque canton. Les peuples du Sud sont apparus dans les manuels scolaires, leur oppression a été reconnue et les cultures autres que celles du centre n'ont plus été méprisées. Paradoxalement, ceci s'est traduit par un engouement pour l'amharique et par le sentiment d'être membre d'une Éthiopie multiculturelle. Puisque leur langue et leur culture n'étaient plus méprisées, les Wolaïtas ne voyaient plus de problème à apprendre l'amharique. Il n'a plus été perçu comme une langue d'oppression, mais comme une langue de communication, ouvrant l'accès de l'espace national et de ses ressources. Les femmes ont été les plus actives dans la campagne d'alphabétisation et le nombre de filles dans les écoles a nettement augmenté. C'est la période où les femmes, en tant que groupe, ont décidé d'utiliser l'éducation pour se faire une place dans l'espace public. Alors, dans le livre, je propose des pistes d'interprétation que j'approfondis actuellement, notamment les relations scolaires et politiques entre femmes de différentes classes sociales, les réactions masculines à ce mouvement féminin, et la façon dont les femmes ont joué des coudes en s'appuyant sur le marxisme pour se faire une place. Donc, les années 1980 ont donc été une période d'élargissement des critères d'appartenance à la nation au bénéfice des populations marginalisées du Sud et des femmes. Mais la violence politique du derg a été extrême. Entre 1976 et 1978, il a orchestré une terreur rouge où des dizaines de milliers de jeunes urbains et urbaines ont été massacrés, torturés et emprisonnés. Il a caché au monde la famine de 1984-1985, puis déplacé de force des dizaines de milliers de personnes. Et à la fin des années 1980, les jeunes étaient enrôlés de force pour la guerre contre l'Érythrée. Donc on venait les chercher dans les écoles, chez eux, et jusque la nuit dans leur lit, en fait. Ce qui fait que, en gros, tous les jeunes entre 14 et 20 ans ont fui leur domicile à cette période pour aller se cacher, en général, dans des montagnes. C'est ce qui fait dire à une enseignante Wolaïta, je la cite, « Le derg est venu par deux chemins. Il a travaillé au développement en ouvrant des routes et en stimulant l'éducation. Mais voilà, même si le derg a fait beaucoup pour nous, sa politique était fondée sur la guerre. » Donc en 1991, à la chute du régime du derg, la population était exténuée. Ce régime était désavoué, mais dans le Wolaïta, un sentiment national avait pris forme. Et ce, dans la revendication de deux identités, Wolaïta et éthiopienne, qui n'étaient pas perçues comme contradictoires, qui n'étaient pas perçues comme exclusives l'une de l'autre. Les critères d'appartenance à la nation se sont faits plus inclusifs, et ce, sous la pression du Sud, comme de régions comme le Wolaïta, dont l'école est un lieu de revendication absolument central. Et voilà, on a l'image à juste titre du derg comme d'un régime qui fonctionnait uniquement de haut en bas, comme une dictature, ce qui est vrai, mais après avoir écrit ce livre, je suis convaincu que finalement le derg s'est adapté à une poussée sociale qui venait des régions du Sud. Voilà. En 1991, les Wolaïtas revendiquaient une définition plus riche de la nation, mais non un fédéralisme fondé sur la nationalité. Ce dernier a été le choix de groupes armés régionalistes qui ont pris le pouvoir après une longue guerre civile contre le derg. Le cas du Wolaïta montre qu'il ne s'agissait pas d'un choix clairement revendiqué par la population. Et je serais curieux de savoir ce qu'il en était, par exemple, dans les régions Oromo. Aujourd'hui, le Wolaïta est pris dans le mouvement des identités irréductibles, peut-être malgré lui. En juin 2018, à Hawassa, la capitale régionale des régions du Sud, des Wolaïtas se sont fait massacrer par des Sidama. En août 2020, au moins 16 jeunes Wolaïtas qui manifestaient contre l'emprisonnement d'administrateurs Wolaïta se sont fait tuer par les forces de l'ordre. Certains pensent à prendre les armes aujourd'hui. Au même moment,
cependant, en fait, au même moment, alors que la pression foncière est très forte, les paysans regrettent que l'éducation soit en langue locale et souhaitent le retour de l'amharique, porteur de mobilité sociale et géographique. En fait, la forme de fédéralisme qui est supposée défendre leur identité les assigne à résidence. Quoi qu'il en soit, il est presque impossible dans l'Éthiopie d'aujourd'hui de parler un autre idiome politique que celui imposé par 30 années de fédéralisme fondé sur l'identité. L'historien éthiopien Gebru Tarrake a écrit que peu de pays étaient, comme l'Éthiopie, aussi accablés par leur histoire et par leur passé. En effet, l'histoire y est actuellement extrêmement politisée pour alimenter la violence. Et au contraire, l'histoire d'une région du Sud invite à penser des histoires multiples, non irréductibles les unes aux autres. Par ailleurs, les histoires multiples à l'intérieur d'une même région témoignent de rapports de pouvoir qui empêchent de penser les groupes linguistiques comme des groupes homogènes, sans rapport de classe, de genre, etc. Dès lors, est-ce qu'il va être possible dans un avenir proche d'avancer des revendications non identitaires fondées sur la dénonciation d'autres rapports de pouvoir, comme l'exploitation économique par exemple? Et le problème, c'est que les Éthiopiennes et Éthiopiens qui s'y essaient aujourd'hui demeurent dramatiquement inaudibles. Et enfin, je dis inaudibles. Il y a 5 ans, je parle un peu à la louche, il y a 5 ans, les Éthiopiennes et Éthiopiens qui s'exprimaient dans l'espace public en avançant des revendications de classe, par exemple en revendiquant un partage des richesses ou en disant que des paysans Oromo, Walaïta, Amara avaient les mêmes intérêts. On ne les écoutait pas. Aujourd'hui, c'est presque devenu dangereux de le dire. Et j'entends de plus en plus, quand je vais en Éthiopie, des discours du type « soit tu es avec nous, soit tu es contre nous ». Et je trouve ça très inquiétant. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. J'éteins mon micro un petit peu. Régio, tu reprends la main ou pas? J'ai l'impression qu'on a perdu Régio, mais pourtant il est là. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, mais je vais faire un coup d'État. Après tout, on parle d'Éthiopie. On va donner la parole. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant. Et évidemment, moi qui travaille aussi ou qui ai longtemps travaillé sur une région périphérique du sud d'un pays avec un projet national significatif, c'était assez passionnant de t'écouter. Mais en fait, Étienne Smith, qui a travaillé sur la même question que moi, va prendre la parole maintenant, donc qui est maître de conférence ici. À toi, Étienne, pour 20 minutes. Merci Vincent, et merci Pierre pour ta présentation. Effectivement, Vincent, tu t'es un peu défilé parce que le discutant, ça aurait dû être toi, en termes de sujet. L'adéquation entre le livre de Pierre et ta thèse, Vincent, était tellement fort que voilà. J'espère que tu vas participer quand même à la discussion après. Parce que moi, je vais parler avec mon angle plus sur l'histoire de l'éducation, un angle un peu plus comparatif. Et du coup, un commentaire de profane complet de l'Éthiopie, contrairement à Jean-Nicolas. Après, donc je vais pas m'étendre sur les aspects proprement éthiopiens, parce qu'on a tous cet aréopage de spécialistes de l'Éthiopie avec nous. Donc moi, d'abord, j'ai vraiment bien aimé le bouquin, Pierre, vraiment agréable à lire, sans jargon, ça fait plaisir. Et c'est vrai que je trouve que les historiens, on a toujours, nous, politistes, à apprendre de vous pour une écriture fluide et limpide, sans jargon, c'est un plaisir. Du coup, ça se lit vite et bien. Donc, vraiment, j'ai pris plaisir à cette lecture. Alors, sur. Ça, on peut le dire entre nous, mais il ne faut pas le dire quand il y a des historiens en présence. Si tu veux, on gardera. Ce sera un hidden transcript pour nous. Alors, sur le contenu, donc, voilà, pour refaire un petit peu une discussion de l'ouvrage, je trouve que l'ouvrage propose donc un double décentrement, comme tu l'as bien rappelé. D'abord, étudier la question de la nation par la marge, donc une entrée dans la question du nationalisme par une région périphérique, et la question de l'école aussi par la marge, avec, là encore, l'étude de la question scolaire, non à travers uniquement les programmes scolaires centraux, tout ce qui est les consignes, les programmes, etc., mais par l'appropriation de l'école par des acteurs sociaux dans une région périphérique, et aussi l'appropriation très concrète en termes d'usage
et de réception des manuels scolaires, d'appropriation des matériels, de l'alphabétisation, etc. Donc, on a une vision très concrète de ce qu'est l'école. Ce n'est pas du tout un ouvrage abstrait, ce n'est pas une histoire désincarnée d'un système scolaire, c'est vraiment ce qui se fait voilà, de mieux en termes d'approche par la matérialité de ce qu'est l'école, vécue au plus près, à hauteur d'hommes, enfin, en l'occurrence à hauteur d'élèves et d'enseignants, élèves masculins et féminins. Là, c'est aussi un des grands intérêts de l'ouvrage, c'est que la question du genre est centrale, un peu comme la question de la langue. Ça aurait presque pu être aussi dans le titre, puisque pour chacune de tes parties, chacun des chapitres, c'est une question qui est centrale, la question du genre. Alors, moi, une question qui m'a particulièrement passionné, c'est parce qu'on n'a pas que ça pour le cas du Sénégal, c'est la question de la succession des régimes et du coup les changements drastiques dans le contenu de l'enseignement à mesure que du coup un régime remplace un autre. Donc, avec cette coupure de 74, nous, pour le Sénégal, on est un peu coincé depuis 60. Les programmes scolaires ont évolué un peu, mais pas tant que ça. Et puis, il n'y a pas vraiment eu de coupure, et même l'indépendance elle-même n'a pas vraiment été une coupure non plus si fondamentale peut-être dans les manuels scolaires. Là, avec 74, c'est ça qui est passionnant, quand on compare tes deux chapitres sur les contenus des manuels scolaires, on se rend compte à quel point il y a de la marge de manœuvre dans la réécriture du passé. Donc évidemment l'histoire, l'éducation civique et morale, mais aussi la géographie, y compris aussi les manuels linguistiques. Les manuels d'Amérique sont voilà, complètement affectés par la nature du régime politique. Mais il y a aussi, c'est ça qui est intéressant à voir, des invariants, des universaux. Et là, c'est ça que je trouve aussi passionnant, c'est que malgré les changements de régime, il y a des éléments sur l'économie domestique, sur les jardins scolaires, etc. Enfin, des choses qui, en fait, ont une histoire transnationale importante. Ce sont des modèles scolaires, en fait, voilà, importés aussi via l'UNESCO, par exemple, etc. Et donc, du coup, finalement, quelle que soit la coloration idéologique du régime, on a des universaux scolaires qui, en fait, s'acclimatent sous tous les régimes, comme la question des jardins scolaires. Ça peut être l'éducation pour la production. Finalement, on faisait ça dans les années 30 en AOF, comme l'a montré Harry Gamble, et on fait ça dans l'Éthiopie communiste des années 70. Voilà, c'est assez intéressant de voir que ces modèles voyagent et que finalement, peut-être, la marge d'innovation sur ces questions d'alphabétisation et d'éducation par la production ne sont pas si illimitées, en fait. Finalement, les contenants scolaires influent un peu quand même malgré tout sur les contenus qu'on peut y mettre, malgré les intentions de ceux qui font la politique scolaire. Alors j'ai des petites questions sur les manuels scolaires sous le DERG. Tu évoques les conseillers est-allemands qui donc ont remplacé les Américains après 1974. Hein. Et alors, on voudrait en savoir un peu plus parce que tu l'évoques, mais on veut en savoir un peu plus sur comment ils ont collaboré avec les pédagogues et historiens éthiopiens. Est-ce que c'était une collaboration asymétrique, disons, ou est-ce que c'était vraiment une franche collaboration? En fait, qui a vraiment rédigé quelle partie de ces manuels? Parce que tu nous dis que les histoires internationales, c'est plutôt copié des manuels soviétiques. Mais après, même pour les chapitres sur l'Éthiopie, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas que les fonctionnaires éthiopiens qui les ont écrits. On a l'impression que les fonctionnaires est-allemands ont joué un rôle, parce que la comparaison avec Bismarck, par exemple, pour Haïlé Sélassié, et même la façon de formuler certaines phrases, on a presque parfois l'impression d'une vision externe de l'Éthiopie dans la façon dont l'histoire éthiopienne est narrée sous le DERG. Donc, est-ce que ce n'est pas ces fonctionnaires est-allemands qui ont pris un peu l'ascendant sur cette rédaction ou pas? Enfin, est-ce que tu as eu accès peut-être aux délibérations, aux comptes rendus de ces réunions qui fabriquaient concrètement les manuels? Alors sur la question de l'école fait la nation, ça le livre le montre très bien. Comme tu le dis, les Wolaïta ont forcé les portes de la nation par l'école, ils ont reçu leur baptême de la modernité, etc. Et il y avait une vraie demande scolaire, c'est pas qu'une question d'offre scolaire, il y a une vraie appropriation sociale de cette question. Et que c'est sous le DERG que se fait cette massification finalement. Cette socialisation au national efficace via l'école se fait dans le contexte particulier de la dictature du DERG. Une question que j'avais par rapport à ça, peut-être quand même, c'est que c'est un peu la relative rareté des statistiques dans ton ouvrage. Alors, tu as eu accès à pas mal de statistiques sur les effectifs scolaires, la répartition par région, mais il n'y a aucun tableau dans le bouquin, par exemple, qui récapitule un peu combien d'élèves scolarisés, etc. Donc, tu le mentionnes dans le texte, hein, il y a des chiffres qui sortent par-ci, par-là, mais tu vois, moi, je n'avais pas compris aussi clairement que, comme quand tu l'as dit tout à l'heure à l'oral, que c'était une des régions les plus scolarisées par rapport aux autres régions. Donc, en fait, un petit tableau comparatif des taux de scolarisation par région éthiopienne, etc., par période, je pense que ça aurait aidé pour des lecteurs non familiers du cas éthiopien. En plus, dans tous les travaux sur l'école, c'est qu'on a couramment ces genres de grands tableaux d'effectifs
c'est ce que l'école sait faire, hein, ce genre d'effectifs scolaires, etc. Ça aurait été intéressant peut-être pour ce qui, moi, me bloquait un peu parfois dans ma compréhension, c'est-à-dire la comparabilité aux autres régions. Connaissant rien aux autres régions, face à un lecteur qui ne connaît pas l'Éthiopie, voilà. Tu insistes bien sur les spécificités de la région en termes de l'inclusion historique par conquête, etc., comme les autres régions du Sud. Mais pour tout ce qui est les trajectoires post-scolaires, la compétition pour les postes administratifs, on ne sait pas si les Wolaitas sont surreprésentés ou sous-représentés dans l'administration, la fonction publique, etc. Et comme c'est un élément important pour comprendre, là en lien avec ce que disait Vincent sur son cas casamançais, sur les trajectoires post-scolaires, donc en gros, ces fonctionnaires, ces écoliers, etc., qui deviennent fonctionnaires, est-ce qu'ils sont cantonnés dans des secteurs spécifiques de l'administration, des strates subalternes, par exemple, ou est-ce qu'ils sont cantonnés à l'administration de leur région, ou au contraire, est-ce qu'ils sont vraiment une place dans l'administration centrale à Addis Abeba, etc. Ça, voilà, je trouve qu'on pourrait en avoir un peu plus peut-être sur ces trajectoires post-scolaires pour comprendre du coup comment ils se mobilisent ou ne se mobilisent pas sur les questions nationalistes. Et enfin, deux autres petites questions sur la question de la période de la terreur rouge. Je trouve dans ta première partie d'ouvrage, tu montres très clairement le lien entre la composition des clivages entre finalement les Amaras et colons, les colons Amaras et les assimilés versus les dominés Wolaïta, et chacun a la position de ses positions. Les clivages sont clairs, on comprend tout, c'est hyper limpide. Arrive 74 et tout ça devient beaucoup plus complexe à suivre. Alors, sûrement sans doute parce que c'est une conjoncture politique fluide, du coup, ce contexte révolutionnaire, du coup, les positionnements, les alignements politiques de chacun évoluent, mais du coup, je trouve qu'on comprend moins finalement sur quoi et comment se positionnent les gens entre être pour le PRP, donc le parti qui va contester la prise du pouvoir militaire suite à la révolution, et le parti, je ne sais pas comment on prononce, Maïson. En fait, tu nous dis que ces deux partis sont présents dans le milieu enseignant et scolaire, mais on ne sait plus pourquoi finalement les gens rejoignent tel ou tel parti. Est-ce qu'il y a un lien avec les clivages du coup sociologiques ou pas, ou si c'est complètement affranchi ça. Tu évoques aussi que le DERG a ses soutiens dans le milieu enseignant, mais tu ne nous dis pas qui sont dans les enseignants, ceux qui ont rejoint le DERG et pourquoi, enfin qui le soutiennent en fait. Est-ce que c'est par peur? Est-ce qu'il y a ces phénomènes d'exit, de voice, etc. Alors que c'était tellement clair pour la partie précédente, du coup là on est presque perdu parce qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce qui explique ces clivages politiques et comment ils sont en adéquation avec le champ social local dans la région. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Et puis évidemment, post-91, on voudrait savoir la suite, parce que j'imagine qu'après 91, c'est quand même les gouvernements régionaux qui ont la main, qui ont la compétence scolaire, ou est-ce que ça reste une compétence au niveau de l'État central? Tout ça, j'imagine, c'est quand même la grosse différence quand même avec du coup les deux périodes précédentes, tant sous Haïlé Sélassié que sous le DERG, c'est que les programmes scolaires maintenant sont peut-être établis localement. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit du coup de la fragmentation des contenus ou pas Donc, tout ça, voilà, y a-t-il eu des réécritures, j'imagine, sur le passé, oui, après 91, mais est-ce qu'il y a eu aussi une adaptation à la région, aux différentes nationalités, dans les cadres des différentes nationalités du fédéralisme ethnique éthiopien? Une petite question sur la langue aussi, parce que là, c'était très riche et très nuancé, tout ce que tu dis sur la langue, c'est vraiment très fin. À chaque fois, on a envie de poser des questions sur la traduction, et tu le fais un petit peu à un moment, en amérique, des termes marxistes. Comment toute la phraséologie du DERG, finalement, a pu être traduite efficacement en amérique, et est-ce que ça a produit des infléchissements de sens? Tu as des passages très intéressants, là, tu évoques comment on traduit les masses, je crois, enfin, comment tous ces termes sont traduits. Est-ce que tout est traductible ou pas, finalement, dans l'idéologie marxiste pour être adapté au contexte éthiopien et donc en Amérique? Et peut-être une question que tu as évacuée un peu vite au début sur les écoles musulmanes. Tu évoques, je crois, un auteur qui a travaillé là-dessus, mais on voudrait en savoir plus. Est-ce que, justement, tu as très bien montré l'aspect pour la question des protestants. Pour les écoles musulmanes, est-ce qu'en termes de curriculum, en termes d'effet sur l'intégration ou non à la nation, on a des éléments là-dessus, un peu sur toutes ces générations éthiopiennes passées par ces écoles-là, comment elles se situent, elles se positionnent par rapport aux autres élites locales passées par le protestantisme ou le christianisme de l'Église éthiopienne? Voilà, c'était une petite question de cet ordre que j'avais.
Merci. Est-ce que je réponds maintenant ou est-ce qu'on fait, est-ce qu'on enchaîne et puis après on rediscute de tout? Je pense que probablement il vaut mieux qu'on enchaîne avec Jean-Nicolas. Et Oui, comme ça, probablement, il y aura des questions qui se rassemblent ou qui sont similaires, etc. Voilà, je pense que c'est mieux. Merci, Étienne, de ouais, ta merci Étienne. question et des questions que tu as posées. Maintenant, on passe à Jean-Nicolas. Donc, Jean-Nicolas, c'est à toi maintenant. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Ouais, ok. Non, mais déjà, merci à toi, Régio, merci à Vincent pour cette invitation à discuter de ce livre. Et je rejoins évidemment complètement Étienne, qui est un vrai bonheur à lire sur le fond comme sur la forme. Je rêve un jour je ne veux pas généraliser bien sûr aux autres politistes, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de lire, de lire un livre comme ça, un livre d'historien qui se lit aussi comme une histoire, quoi. On n'a pas envie de s'arrêter, c'est vraiment génial. Et donc merci surtout à toi, Pierre. Merci, je te remercie et je ne te remercie pas. D'un côté, je te remercie parce que tu m'as fait replonger après 4 ans, 5 ans, un peu loin de l'Éthiopie, pas loin, pas très loin à côté, mais loin des études éthiopiennes, un peu quand même, dans cette histoire qui dès que tu plonges dedans, s'entremêle et jamais si simple, et toujours plus compliqué que ce à quoi on s'attend. Et donc, tu as fait ressurgir toutes mes névroses ancrées dans ces questions de l'État, de la formation nationale, de ces notions de centre et de périphérie qui m'ont fait des nœuds dans la tête pendant des années, dont j'ai essayé de me séparer et qui sont revenus grâce à toi. Donc, je ne te remercie pas là-dessus. Bon, le livre répond à une grande ambition, à mon avis, une grande réussite de ce point de vue. Hein. C'est ce que disait Étienne dans la façon dont tu abordes ces thématiques, et particulièrement dans la littérature éthiopienne, à savoir par un regard évidemment décentré, comme tu dis, par les marges, hein, par la périphérie, tu utilises le terme aussi, dont tu rappelles à juste titre qu'il n'est pas un lieu. Tu cites le bouquin de Mark Akis sur Last Two Frontiers, si je me souviens bien, qui n'est pas un lieu, mais une situation. Donc évidemment, d'accord entièrement avec ça. Donc, ce rapport centre-périphérie est d'abord un rapport de force. Et je trouve que la région Wolaïta est très intéressante de ce point de vue. Ça fait partie de ces régions éthiopiennes qui, ancien centre politique dominant, devient une périphérie de l'Empire au XIXe siècle de Ménélique II, puis une périphérie d'Haïlé Sélassie, puis du Derg. Mais tu montres bien toute cette complexité, c'est que cette idée de périphérie, quelle que soit sa définition d'ailleurs, on n'est pas là pour en débattre, et traverse aussi la société, et tu le montres avec cette hiérarchie, cette aristocratie qui résiste à la fois d'ailleurs à l'empereur et à la fois aux ambitions des paysans, donc ou des enseignants qui circulent entre les deux, c'est vraiment des gouverneurs aussi, ça c'est vraiment passionnant. Et ce que je trouve aussi très important dans ce que tu racontes, c'est cette idée, et là c'est peut-être d'ailleurs une première question qui fait le lien aussi avec la politique actuelle ou avec ce qui va suivre, c'est que les Wolaïta finalement ont cette ambition qui prend forme petit à petit à la fin d'Haïlé Sélassié, et surtout pendant le Derg, où ils commencent à croire que c'est possible en fait de faire partie du roman national, parce que le Derg fait sauter plusieurs verrous que Haïlé Sélassié n'a pas été capable de faire sauter. Et ce que tu expliques, c'est qu'en fait, ils veulent faire partie de l'histoire. Et c'est une question que je voulais te poser. Comment tu interprètes ça Ce qu'il faut voir, c'est qu'au même moment, sous le Derg, en fait, on pourra peut-être en reparler, il y a une évolution aussi du nationalisme du Derg, je crois. Moi, je ne suis pas historien et je ne suis pas spécialiste du Derg. Alors, je parle évidemment sous le contrôle de ceux qui le sont, mais je crois avoir compris qu'il y avait une évolution du nationalisme sous le Derg aussi, face à la montée de ces mouvements ethno-nationalistes ou ethno-régionaux, comme ils les appellent eux-mêmes. Ce n'est pas mon vocabulaire à moi. Et que lui aussi se rétracte un peu sur un nationalisme plus pan-éthiopien, avec des symboles forts,
bon, alors on peut garder Théodros, c'est pratique, mais on peut garder aussi les grands moments historiques. Et parce que, comme tu le dis très bien, il y a la guerre avec l'Érythrée aussi, donc il faut plus que jamais unir tout le monde contre ça. Et je me demandais, c'était ça ma question, pardon, je suis un peu long, mais il n'y a pas de front de libération Wolaïta? Il y a un front de libération Oromo, Ogaden, il y a un front de libération Tigray. Est-ce qu'il y a un Sidama qui existe encore, quoi? Et donc, je me demandais si, à un moment donné, parce que tu disais dans ton introduction, et ça m'a frappé, qu'ils étaient prêts à prendre les armes. Et voilà, c'était ma question, sous quelle forme, sous quel vocable aussi, quelles étiquettes ils se posent à eux-mêmes. Et donc, voilà, je reviens à ce qui devait être mon introduction. Donc, à partir de la marge, comme tu fais ce que tu annonces, hein, tu rentres par cet endroit, par cette école, et puis tu remontes petit à petit jusqu'au sommet de l'État, et tu utilises pour grimper tous ces matériaux qui ont été bien décrits aussi par toi et par Étienne. Tu fais parler les manuels. Enfin, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Comme disait Étienne, c'est quand on compare les manuels et l'historiographie, enfin, le roman national, soit Haïlé Sélassié sous le derg, c'est assez frappant, malgré les continuités aussi qui sont intéressantes. Et moi, je trouve qu'on lit un peu ce livre comme... alors, j'allais dire au-dessus, mais c'est pas du tout ça. Du coup, on est plutôt sur le sol, hein, au ras du sol, comme tu dis. Et on rentre dans cette école et puis on voit passer des gens, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est qu'on est dans une école vraiment, quoi, dans un lieu, et on voit passer les gens qui te disent pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont hésité à venir, pourquoi ils ne vont plus venir. Et puis en même temps, il y a les gens qui leur disent pourquoi il faudrait qu'ils viennent, pourquoi il faudrait qu'ils partent se battre au front plutôt que d'être là. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment une plongée réussie de ce côté-là. Et aussi bravo pour la maîtrise de la langue amharique, qui est quand même un vrai défi pour tous les gens qui travaillent sur l'Éthiopie. Et donc, voilà, je voudrais souligner aussi que c'est un sacré boulot d'arriver à une telle maîtrise aussi des textes en amharique. Je voulais souligner ça. Donc, tu disais, hein, le livre est séparé en deux. Je ne vais pas discuter de la structure, mais c'est vraiment matérialisé. Donc, ce livre, il y a une espèce de bombe atomique au milieu, et c'est la Zametcha, quoi. C'est là, tout ce qui était un petit peu sclérosé, ce qu'on n'arrivait pas à faire bouger, d'un coup explose complètement. Et toi, si j'ai bien compris ton argument principal, c'est de dire, bon, une fois que la poussière retombe un petit peu, c'est ce que disait Étienne sur c'est quoi ce bazar, finalement, on ne comprend plus trop ce qui se passe là. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais aussi, c'est cette aristocratie qui d'un coup a explosé, on a l'impression qu'elle disparaît un peu, et je me demandais où elle était, est-ce qu'elle disparaît vraiment complètement, comme tu sembles le décrire dans ton livre, ou est-ce qu'on la retrouve dans d'autres secteurs? Est-ce qu'elle se replie sur Addis? Est-ce qu'elle s'en va aux États-Unis ou en Allemagne? Et ça, c'était une première chose. Je voulais revenir sur trois petits points pour discuter un petit peu tout ça autour de cette explosion là, du milieu du derg qui se raidit, hein, en 77 quand Mengistu s'impose. Donc une première chose, c'était sur l'histoire ou le roman national. J'en ai déjà parlé un petit peu, ça va aller vite. Après, c'était sur les réceptions. Étienne en a parlé aussi. Et je voulais juste dire quelques mots sur... je vais essayer de dire ce que ça me raconte aussi sur ce que je fais moi, enfin, sur ce que j'ai fait sur l'Éthiopie, ce que j'aimerais bien faire. Et pourquoi ça me parle beaucoup, puisque tu es invité à le faire dans ton introduction. Sur l'histoire, je ne sais pas si David, Alice, qui fréquentait l'Éthiopie, qui avait beaucoup fréquenté. Quand on arrive en Éthiopie, en fait, on est pris un petit peu dans ce tout le monde qui veut vous raconter l'histoire de l'Éthiopie. Et cette histoire, c'est l'histoire mythique, en fait. Et est-ce que tu connais Adwa? Quelqu'un vient vous voir dans la rue, c'est pas du tout surprenant. Tu connais Adwa, tu connais Ménélik, tu connais l'histoire de l'Éthiopie. Et pour moi, je n'ai jamais vécu vraiment ça dans d'autres pays. Il y a vraiment une fierté sur l'histoire du pays, où chacun veut vous raconter qui était Théodros, qui était Ménélik, pourquoi il faut aller à Aksum. Et ça, c'est quelque chose. Et donc, cette comparaison entre le régime d'Haïlé Sélassié sur son histoire, 3000 ans d'histoire, il me semble que c'est Gascon qui disait qu'avec le derg, on perdait ces 2000 ans d'histoire, puisque on a une référence qui remonte à Aksum, mais c'est la fin de la dynastie salomonienne.
Donc, fin de la référence à Salomon, reine de Saba, toute cette histoire mythique que tu expliques très bien, qui est un mythe, mais c'est pas grave. Même si c'est un mythe, on l'arrange un peu quand même, mais on avoue, pourquoi pas avouer que c'est un mythe dans les manuels d'histoire, et c'est là comme ça. Et puis dans cette histoire-là, ça n'a pas été abordé, je le dis, il y a les ennemis, quoi. Et ce sentiment obsidional éthiopien, il date pas d'aujourd'hui. C'est les musulmans, c'est les galas, entre guillemets, bien sûr, des énormes guillemets, hein, les Oromos, les invasions Oromos du XVIe qui suivent l'attaque de Gragne qui a brûlé les églises, comme l'avait fait Yodit, et donc il y a vraiment ce sentiment d'être attaqué de toutes parts, et si l'empire d'Aksum a chuté, comme tu le rappelles aussi, c'est à la faute des musulmans qui ont coupé les routes de commerce de l'empire d'Aksum et tout ça. Donc évidemment, cette construction nationale-là, elle crée de l'ennemi plutôt que de l'unité, et elle crée de la peur, des tensions, et tout ça, et le Derg ouvre cette porte-là, quoi, et réécrit cette histoire. Et alors, il y a certains personnages nationaux qui peuvent rester des héros, comme Théodros, puisque finalement, Théodros, c'est ce grand roi des rois qui a restauré l'idée de centralisation, qui relance le pays dans un processus d'unité, tout ça. Donc ça fonctionne très bien, mais les musulmans ne sont plus attaqués. Je me rappelle quand j'avais travaillé, feuilleté les années 70, chercher des discours, la presse, et j'avais été frappé, en fait, je m'attendais à trouver toujours des choses pendant la guerre d'Ogaden, des références historiques à Gragne, en fait pas du tout. Enfin, le Derg n'a pas, dans ce que j'ai vu en tout cas, n'a pas du tout joué sur ça, et donc ça rejoint ce que tu dis complètement. Il y a vraiment un discours sur la solidarité des masses, et sur la solidarité de classe au-delà des nationalités. Et ça, c'est tout à fait important. Et donc, c'est lié évidemment à la question de la langue qui passe d'Haïlé Sélassié, la langue du dominant. Tu ne l'as pas dit là, mais j'ai trouvé ce passage sur la signature fascinant, sur le fait de l'acte de signer, l'apprentissage de la signature, c'est toujours quelque chose de fascinant partout. Mais là, signer en amharique, ne pas être capable de signer en amharique, c'était vraiment le signe de la domination totale. Et donc, à partir du moment où on change ça, on change, comme tu le dis très bien, son rapport à l'État. Et cette question alors, la question de la langue, j'avais une question parce que j'avais des doutes aussi. Pour qu'on comprenne bien, en fait, je pense que tout ce que tu racontes, Pierre, pour les autres, c'est qu'en fait, c'est une critique aussi en fond de cette idée que 91 serait un tournant historique. Hein. C'est ce qui se passe pendant le Derg, et surtout dans cette période charnière que tu décris, 79-85. En fait, c'est la mise en place du fédéralisme ethnique, plus ou moins, qui prend forme dans les années 80-90. Je crois que c'est Clapham qui disait le fédéralisme ethnique qui a eu une vie qu'après sa mort, finalement, quoi. Et c'est pas finalement étonnant, parce qu'ils viennent aussi du mouvement étudiant, ces nouveaux leaders des années 90. Et je me disais, après, dans ton livre, tu expliques que l'amharique, c'est surtout pour la campagne d'alphabétisation, et que, le Woleta, donc le matériel en langue Woleta, comment dire, c'est une innovation totale, quoi. Donc mise en forme, rationalisée pour les campagnes d'alphabétisation, mais que finalement la langue, si on veut accéder à l'État, c'est quand même l'amharique. Et d'accord, ça c'est. Et c'est une question que j'avais, tu as répondu dans ton introduction, mais alors pourquoi les gens ne se battent pas pour aller à l'école en amharique, puisque c'est la langue d'accès à l'État, et tu as répondu tout à l'heure, en fait, peut-être tu peux développer, il y a donc des revendications actuellement dans le Woleta peut-être pour accentuer, c'est une question j'ignore totalement. Et alors là, sur ça, j'avais des questions un peu plus politiques, parce que en te lisant, on se dit finalement, le PRDF dans les années 90 va plus loin, quoi, et va tellement loin. On peut reprendre exactement cet exemple de la langue, où il enferme dans des répartitions territoriales basées sur des langues. Parfois c'est à peu près simple, parfois c'est plus compliqué, comme dans le Sud précisément. Et je me disais finalement, comment tu vois la chose? Est-ce que
l'équilibre du derg était finalement pas si mal. Il disait quelque chose de pas si différent que ce que Meles Zenawi disait au début des années 90. C'est-à-dire, vous pouvez être éthiopien, et vous pouvez être Walaïta, vous pouvez être Kambata, et vous n'avez pas à choisir, en fait, quoi. Et donc, tu penses que c'est cet enfermement de l'EPRDF qui conduit à l'explosion, finalement, qu'on voit aujourd'hui, d'un système qui ne fonctionne pas et qui peut-être fonctionnait mieux sous le derg et avec une meilleure balance entre ces deux types de nationalisme qui ne s'excluent pas du tout en réalité. Ouais, donc après, voilà, bon, je m'arrête là-dessus parce qu'après, je vais être trop long. Je voulais revenir sur cette période de la Zametcha, donc cette espèce de bombe atomique là, qui tombe au milieu du livre et qui est à la charnière de tout. Ce que je trouve passionnant, moi, c'est que tu arrives à montrer en fait les contradictions d'un régime qui essaye de bouger, mais qui est bloqué par cette aristocratie, et qui débouche sur des initiatives locales aussi par moment. Ça rejoint ma question de tout à l'heure, pourquoi les gens ne se sont pas mobilisés à partir de groupes identifiés comme Wolaïta ou des choses ou autres. Mais il y a ces jeunes, cette RIX de 71, et c'est vraiment des étudiants, enfin des élèves, quoi, qui se mobilisent là pour aller chasser de l'aristocrate, en fait, hein, pour aller leur casser la gueule. Donc ça, c'est des choses quand même, des résistances aussi concrètes que tu décris qui me paraissent vraiment intéressantes. Et puis finalement, cette explosion qui vient d'une sorte d'articulation de plusieurs choses, c'est-à-dire d'une part, un régime qui n'arrive pas à se réinventer, qui est complètement sclérosé autour d'une personne. Tu décris dans les manuels la place que prend Haïlé Sélassié, 43 pages sur Haïlé Sélassié dans un manuel d'histoire, je crois, si je me souviens bien, qu'on n'a pas après sous la période du derg. J'étais vraiment impressionné par ça. Donc bref, régime sclérosé autour d'un homme, des étudiants en ébullition avec des étudiants qui circulent de l'université dans les campagnes, à l'international, qui voient un petit peu la condition réelle de leur pays aussi en circulant à l'international, surtout aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, cette administration qui n'arrive plus à faire, parce que c'était ça finalement l'école d'Haïlé Sélassié. Il y a une construction nationale, la conquête des esprits, c'est tout ce qu'on connaît bien sur la construction nationale, mais il y a aussi ce que tu dis très bien, il faut produire des gens, en fait, c'est après la guerre, et il faut produire des gens qui vont alimenter l'administration pour faire fonctionner l'État, pour moderniser, avec toutes les précautions qu'on peut prendre sur ce que signifie la modernisation, et finalement qui n'y arrive pas. Et l'administration n'arrive plus à digérer ces jeunes, et le système s'enraye et explose. Et c'est là que ça part un petit peu en sucette. Mais en fait, c'est ça aussi le gros... ce que j'ai trouvé passionnant en lisant le bouquin, c'est que c'est vraiment comment la domination amara, comment les aristocrates dans une province tombent, disparaissent, quoi, du jour au lendemain pratiquement. Ça, c'est assez fascinant. Tiens, on s'attend à voir un régime un peu s'essouffler, et puis pas du tout, d'un coup... c'est le souffle. Alors, pour revenir sur cette période de la moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avoue que j'avais beaucoup de caricatures dans la tête sur Zametcha, alphabétisation, éducation, et là, tu fais bien la part des choses et je trouve que c'est assez fascinant. Alors, ça s'alimente les uns les autres, c'est vrai que c'est une espèce de gros moteur à l'alphabétisation, qui ne vient pas du derg, en fait, qui arrive, je pense, aux années 60, 61, 62, Mesfin, le professeur Mesfin, qui propose un service étudiant pour envoyer les étudiants dans les provinces, un service obligatoire que tu assimiles à juste titre au service militaire aussi. Il y a souvent ce parallèle entre les étudiants et les soldats, quoi. Et donc ça, c'est pas nouveau, mais vraiment une dimension complètement nouvelle à ça. Et les Zametcha, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Hallucinant pour deux choses, à mon avis. C'est la dimension d'un État qui finalement n'a pas beaucoup de moyens, qui en plus après va être en guerre, et qui, à peu de frais, va réussir à produire une armée. Bon, ça va durer à peu près 1 an finalement, la Zametcha, c'est assez court. Et puis c'est un échec finalement, mais ça dégage quelque chose. Et ça dégage une énergie. Et en même temps, c'est hallucinant pour une deuxième chose. C'est qu'en fait, en te lisant, je me rends compte que la Zametcha, c'était pas du tout clair, quoi. Ils ont envoyé un peu les gens
bon, bah, allez-y, quoi. Et du coup, tu compares avec ce que Donham a vu chez les Malais. Tu sais, ouais, là, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont déterré des esprits, qui les ont mis qui ont mis ces ossements sur le marché, qui ont dit aux gens que c'était des idiots qui comprenaient rien et qui leur enseignaient le marxisme. Et donc, ça s'est pas toujours bien passé. Tu dis qu'au Goleta, ça s'est mieux passé, mais j'ai trouvé ça assez dingue. Et du coup, en distinguant un peu Zamecha, alphabétisation, qui est un truc vraiment de long terme, et école, j'ai compris un peu, et parce que tu mets beaucoup l'accent dessus, la dimension en fait de ce qu'a fait le DERG entre 79 et 85, c'est assez fou aussi. On passe de 90%. Alors après, il y a les chiffres, tu expliques, tu reviendras dessus. Étienne a posé la question des chiffres, c'est toujours compliqué en Éthiopie, comme dans beaucoup de pays évidemment, mais 90% d'analphabètes en 74 et 50% 10 ans plus tard en 84, si je me souviens bien. C'est vraiment 12 millions sur une population de 30 millions, 12 millions de certificats. Et c'est fascinant comme tu expliques pendant cette campagne d'alphabétisation qui dure 7 ans à peu près. Les grandes cérémonies au départ, comme s'ils partaient à la guerre, les grandes cérémonies de certificats, de délivrance de certificats d'alphabétisation. Enfin, c'est vraiment fascinant comment un régime, en fait, comment un État arrive avec aussi peu de moyens à autant de choses. Bon. Après, il a fallu reprendre la main, donc la reprise en contrôle des associations de paysans, la reprise en contrôle contrôle des étudiants, la terreur rouge, sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais je vais juste finir avec ça, parce que ça me permet un petit peu la transition avec un dernier point, que c'était une continuité et ça me permet de parler aussi d'aujourd'hui, c'est sur la violence politique, en fait, qui est vraiment omniprésente dans ton livre, hein, que ce soit dans la violence physique ou dans d'autres types de violences. Tu décris beaucoup de formes de violence et des violences de genre, des violences liées à la langue, des violences liées aux moqueries, des violences liées aux assassinats politiques aussi, bien sûr, et à la guerre à la fin. Et je trouve que c'est vraiment convaincant, où l'école est à la fois ce lieu où se joue la violence de la société. On parlait des hiérarchies sociales et comment elles se reproduisent dans l'école, mais comment l'école devient aussi un lieu de rapt, un lieu où les enseignants, si je me souviens bien, disent aussi tel élève, tel élève, tel élève sont les plus costauds, il faut les prendre pour aller au front, à tel point que l'école est désertée, quoi. Et les gens ne vont plus à l'école. Et je voulais reprendre, mais quand même, parce que j'étais vraiment surpris aussi. Je voulais reprendre l'exemple que tu as pris aussi au début dans ta présentation. C'est ce type avec qui tu parles et qui te dit, bon, mon fils aîné est mort dans la guerre du Derg au nord, mais c'est pas grave, ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup parce que maintenant on a accès à l'État, on est reconnu dans l'État, et on fait partie de l'histoire nationale. Moi, je trouve que c'est passionnant, parce que sur ce qui se passe après 80, en tout cas moi, ce que je vois dans ce que tu dis, quoi, sur la politisation de l'histoire, moi c'est ce que je vois aussi dans mes recherches, c'est sur les partis politiques. Il y a un clivage majeur quand tu regardes les trajectoires des militants, quand tu regardes les programmes, quand tu regardes leurs discours, ce qu'ils publient. Il y a vraiment un clivage que tu ne peux pas franchir, quoi. C'est soit tu es ethno-nationaliste ou ethno-régionaliste, c'est leur terme, soit tu es multinationaliste, en gros pan-éthiopien. Et là, bon, bah, c'est les groupes qu'on connaît, c'est Amara, c'est Orthodoxe, et ces gens-là sont appelés par... C'est des groupes comme Olamara Unity Party, le Blue Party, c'est aussi ce profil-là, même s'ils essayent de changer. Et toute cette branche. Et puis de l'autre côté, ceux qui les appellent encore aujourd'hui les Neftenia. Je me rappelle dans un bureau de Medrek, coalition qu'on pourrait dire très ancrée dans le Sud, qui nous dit l'ethno-nationalisme, c'est bien parce qu'enfin on a une place dans l'échiquier politique, on a enfin une voix, il faut le garder, mais il faut le démocratiser. En gros, c'est ça. Et ces types-là me disaient, bon, ces groupes-là que je viens de décrire, les Amaras, sont des Nefteniens, sont des colons. Enfin, ils utilisent encore le terme Neftenia, des colons, qui veut dire, si je ne me trompe pas, quelqu'un qui porte un fusil, quoi, hein, c'est ça. Et donc, fait référence à Ménélique. Et c'est frappant à chaque fois de voir que l'histoire politique vraiment actuelle est ancrée très, très, très profondément dans le fait de savoir si Ménélique était un bloody killer ou un héros national. Et
Et c'est de ça que c'est là aussi qu'est l'enjeu de la sortie des conflits actuels. Enfin, voilà. Merci encore pour l'invitation et merci encore Pierre pour tout ça. Merci. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je réponds là ou est-ce que justement on prend encore un batch de questions? Non, pas du tout. Donc, désormais, tu vas essayer de répondre aux questions des deux discutants. Donc, en tout cas, merci Jean-Nicolas. Donc, tu peux répondre aux questions et puis on passe à la salle. Ok. Je vais faire du groupé parce que là, si je réponds à toutes vos questions, on en a pour très longtemps parce qu'il y a beaucoup de questions et qu'en plus, ce n'est pas des questions... c'est des questions qui appellent des développements. Voilà. Sauf quelques questions... non, mais même pas, en fait. Toutes les questions appellent de grands développements. Donc, je vais prendre un peu les choses comme ça, comme elles viennent. Déjà, par rapport à... Je suis surpris et un peu amusé même que vous insistiez sur les manuels scolaires. Parce qu'en fait, moi, c'est les chapitres qui m'ont saoulé. Pour moi, c'est les moins intéressants. Mais j'ai eu que des bons retours sur ces chapitres après. Alors peut-être parce que j'ai une formation d'historien et que donc, ça m'amusait d'écrire par rapport à l'écriture scolaire de l'histoire. Mais pour moi, c'est les chapitres où vraiment, j'ai sorti mes rames. J'ai pris aucun plaisir à écrire ces chapitres-là. Donc, si ça ne se voit pas, tant mieux. Mais ça me fait penser à des choses que vous avez dites. Là, en l'occurrence, toi, Jean-Nicolas, par rapport à l'histoire, c'est qu'effectivement, quand on arrive en Éthiopie, on est tout de suite sollicité par l'histoire, qu'on soit chercheur ou touriste. C'est vrai, les gens nous parlent d'histoire sans arrêt. Et ces figures historiques, elles cristallisent aussi vraiment du conflit. Là, tu parles de Ménélique, mais prenons l'exemple du chanteur. Voilà, j'essaie de m'adresser à tout le monde, pas qu'aux gens qui connaissent l'Éthiopie. Il y a un chanteur qui s'appelle Teddy Afro, qui est une star en Éthiopie. Alors, si on est à 10, qu'on a des amis à Mara, Teddy Afro, c'est génial, c'est un chanteur engagé, c'est des super paroles, il est pour une Éthiopie unie, il adore l'Éthiopie. Dans ses chansons, il dit, en concert, il dit « Est-ce que vous êtes là les Oromo? Oui. Est-ce que vous êtes là les Wolaïta? Oui. Est-ce que vous êtes là les... » Genre super inclusif. Amusez-vous à parler de Teddy Afro à un Oromo ou un Wolaïta, il le déteste. C'est-à-dire, en fait, c'est la star nationale du nord des Amaras. Ils le détestent. Ils disent, attends, Teddy Afro, il revendique Théodros, il revendique Ménélique. C'est un colon. C'est un colon. Voilà. Et c'est hallucinant. Moi, ça m'a... Dans le Wolaïta, quand il y a Teddy Afro dans les bars, ils changent de chaîne, les gens. Voilà. Enfin bon, bref. Et tout ça, pareil, l'histoire. Pourquoi? Parce que ce chanteur, il est toujours en train de rappeler ces vieilles figures historiques de l'Éthiopie que eux appellent féodales, en fait. C'est exactement ça que j'ai entendu un jour. Il y avait Teddy Afro à la télé, dans un café. Moi, je prenais un café et mon voisin me dit « Ah, tu aimes ce chanteur féodal ?» C'est super marrant quand même. C'était en 2010, c'est un chanteur qui a 30 ans et un gars me dit « Tu aimes ce chanteur féodal ?» Sachant que le régime féodal, qu'ils appellent féodal, est mort en 74, quoi. Voilà. La remarque que vous avez faite tous les deux sur la Zemecha, alors pour les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui ne connaissent pas l'Éthiopie, c'est en gros, il y a eu la révolution qui a été décidée à Addis Abeba et le gouvernement a dit tous les jeunes lycéens et de l'université, vous partez tous dans les campagnes et vous y amenez la révolution. En gros, c'était aller apprendre la révolution aux campagnes. Donc, ça a été alphabétisé, mais aussi... faire des discours politiques, construire des latrines, vacciner des gens, construire les balais, c'est-à-dire construire les administrations, des petits bâtiments qui sont devenus des administrations des villages. Donc, c'est amener la révolution en campagne et aussi amener la présence de l'État jusqu'au fin fond des campagnes. Donc, en gros, des gens qui avaient entre 16 et 25 ans ont eu le rôle d'aller porter l'État jusqu'au fin fond des campagnes. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont fait, mais l'objectif de l'État, c'était ça. Et c'est intéressant parce que dans ma thèse, parce qu'au début, c'était une thèse, ce livre, toute cette partie sur la Zemecha, c'était un interlude. C'était entre les deux parties. En fait, c'était parce que je considérais que c'était un moment flottant, comme vous l'avez bien dit tous les deux, un moment d'indécision où on ne sait pas trop qui est qui.
et où on ne sait pas trop ce que ça va devenir, je l'avais mis vraiment entre les deux parties, comme une espèce d'articulation entre les deux. Et c'est Shifaro Bekele, un historien éthiopien, qui m'a dit non, c'est dans le derg. Bon, en gros, on a pas mal débattu, puis je me suis dit qu'il avait raison, et donc ça a fini dans... J'ai sorti cette partie isolée pour la mettre dans la deuxième partie, quoi. Et je l'ai raccourci aussi. Ça m'amène à la question, alors là, ça c'est compliqué, comment se positionnent ceux qui sont pour le PRP et le Mason? Alors, pour expliquer un peu à tout le monde, le gouvernement militaire est marxiste-léniniste, un mouvement étudiant est marxiste-léniniste aussi, tout le monde est marxiste-léniniste en fait. Voilà. Et parmi les marxistes-léninistes civils, je vous la fais courte, hein, il y a le PRP et le Mason. Le PRP, ils sont contre le régime militaire, et encore pas tous, mais on va dire que la direction du parti est contre le régime militaire et décide de de combattre le régime militaire avec un discours disant en gros on ne s'est pas battu contre un régime féodal pour avoir un régime fasciste, qualifier le derg de fasciste. Le Mason, c'est d'autres marxistes qui ont dit mais non, regardez, ils font une réforme agraire, ils veulent alphabétiser les paysans, ils sont marxistes, on les soutient. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en fait, ces deux partis se sont entretués. Et ensuite, il ne restait plus que le Mason et les militaires. Les militaires ont massacré le Mason. Donc, il y a une extermination en fait, de la gauche civile. Dans les campagnes, et ça, c'est ce que je montre dans le bouquin, c'est un peu pour répondre à ce que dit Étienne, dans les campagnes, en fait, le PRP, ceux qui étaient contre les militaires, étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus présents dans la jeunesse. C'est-à-dire, le Mason, c'était plus des gens qui avaient une trentaine d'années, qui revenaient d'Europe, qui travaillaient déjà, certains étaient dans des ministères, etc. Le PRP, c'est un mouvement, bon, il y a des anciens, mais surtout, ils ont réussi à enrôler la majorité de la jeunesse scolarisée. Et dans les campagnes, quand je dis, mais qui était EPRP, les gens me disent, mais tout le monde était EPRP, en fait. Tout le monde. Si tu n'es pas Mason, tu étais EPRP, que tu sois membre du parti ou pas, tout le monde se revendiquait EPRP. Et ce qui s'est passé pendant cette Zemecha, c'est qu'en fait, les jeunes des campagnes, enfin les jeunes scolarisés, avaient l'idée d'une sorte de démocratie un peu rurale. C'est-à-dire, en gros, le but, ce n'est pas que l'État prenne possession des campagnes, c'est que les paysans s'organisent, etc., etc. Là, il y a eu un conflit, des combats, et là, le régime militaire s'est dit « Ah non, mais là, on est en train de se faire déborder par ces jeunes qu'on a envoyés dans les campagnes, et là, ils ont resserré la vis. » Et donc, il y a eu aussi de la terreur dans les campagnes et dans les villes de province. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'on lit encore tout le temps. Là, il y a une excellente thèse sur la terreur rouge récente de Jacob Wiebel. Eh ben, il écrit encore, ça s'est passé qu'à la ville, ça s'est passé à Addis Abeba. Mais non, en fait, c'était partout. Moi, dans le livre, j'explique bien cette jeune femme qui arrive à Addis pour faire ses études, qui dit ah, j'enjambais les corps, j'arrivais plus, j'entendais des bruits de balles tout le temps, j'étais à 10, j'ai voulu rentrer dans le Wolaïta, j'ai téléphoné, on m'a dit non, ne reviens pas, c'est pareil ici. Donc, enfin voilà. Donc, en fait, c'est compliqué aussi les positionnements ERP Mason, c'est aussi EPRP Mason. En fait, pourquoi c'est compliqué à savoir aussi, c'était tellement violent que même encore aujourd'hui, les anciennes et les anciens n'arrêtent pas d'en débattre. Voilà. Et il y en a plein qui sont passés d'un parti à l'autre, pour des raisons qui n'étaient pas toujours politiques. Ça pouvait être le parti a emprisonné mon frère, j'ai quitté le parti pour aller dans l'autre parti, par exemple. Des choses comme ça qui ont pu se passer aussi. Et je vais essayer de revenir plus précisément maintenant un peu à vos questions. Alors, les Est-Allemands, alors, il y avait à Addis Abeba une école, Yekatit Asraoulet School, l'école du 12 février, qui était une école pour former les cadres politiques et qui était tenue par les Est-Allemands et le parti Mason d'ailleurs. Et en fait, cette école avait aussi des branches dans les capitales de région et absolument tous les fonctionnaires, dont les enseignants, étaient obligés d'aller faire des heures de cours dans ces écoles. Voilà. Donc, soit ils venaient à Addis Abeba, ils avaient directement les Est-Allemands comme profs qui leur apprenaient l'histoire, l'histoire soviétique, matérialisme historique, etc. Et ensuite, dans les campagnes, il n'y avait pas d'Est-Allemands, mais c'était des personnes formées par les Est-Allemands. Et par rapport au manuel,
Et c'est intéressant ce que tu as dit, Étienne, parce que des fois, dans les manuels, tu te rends compte que dans le même paragraphe, tu sens qu'il y a un copier-coller d'un manuel est-allemand ou soviétique, et puis avec un petit rajout éthiopien dans le truc. Et ça, j'ai pas d'exemple précis. Quand tu parlais, un exemple précis m'est revenu, mais là, ça m'a échappé. Et il y a des livres où des chapitres entiers sont des traductions directes de manuels soviétiques. Des traductions directes. C'est vraiment... voilà. En gros, vous avez vu comment les manuels sont construits. On a à chaque fois, sur une année scolaire, le premier tiers de l'année, c'est Histoire d'Éthiopie. Deuxième tiers, Histoire de l'Afrique. Troisième tiers, Histoire du monde. Histoire de l'Afrique et Histoire du monde, c'est très souvent des traductions de manuels étrangers. États-uniens ou britanniques sous Haïlé Sélassié, soviétiques sous le Derg. Et c'est le chapitre sur l'Éthiopie qui est un peu différent. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Et après, par rapport à... Alors, dans les sources, j'ai beaucoup moins vu les Est-allemands que les Américains ou que les États-Uniens sous Haïlé Sélassié. Dans les comptes rendus de réunion, sous Haïlé Sélassié, il y a les listes des noms des gens et où ils sont. Donc, il y a écrit machin, Hussein, machin. Eh ben, sous le Derg, non. Il y a pas, sur les comptes rendus de réunion, il n'y a pas le nom des gens. Donc, en fait, je ne sais pas. Et j'aurais pu trouver ça en Allemagne, mais je ne lis pas l'allemand et puis je n'avais pas le temps de le faire. Mais actuellement, il y a des recherches en cours là-dessus. Elles sont vraiment actuelles. C'est, comment il s'appelle Berthold Dunfried, notamment, qui est en train de travailler sur la coopération est-allemande en Éthiopie. Donc, c'est vraiment un chantier, c'est un chantier actuellement, quoi. Mais quand j'écris le livre, ces recherches n'existaient pas. Et même pour l'instant, il y a 2-3 articles qui sont sortis, mais c'est vraiment en cours. Donc, pour moi, ça restait quelque chose, quand j'ai écrit, d'assez flou. C'est-à-dire, je le savais. Je savais qu'il y avait des accords de coopération. Je savais qu'il y avait beaucoup d'Est-allemands au ministère de l'Éducation, notamment. Mais je n'ai pas trouvé de source voilà, directement là-dessus. Alors, ouais, la traduction amharique des termes marxistes. Ça c'est quelque chose vraiment... Il y a un dictionnaire qui a été produit qui s'appelle le Dictionnaire progressiste, qui est sorti à la fin des années 70, qui est un dictionnaire de traduction des termes marxistes en amharique. Un dictionnaire entièrement consacré à ça, qui a été écrit par les intellectuels. Je pense que je suis sûr, c'est les membres du Mason qui ont écrit ce truc-là. Et ce que je trouve fascinant par rapport à d'autres pays du tiers-monde à l'époque, c'est qu'il y a eu un travail de traduction incroyable qui a été fait, mais dès le début, c'est-à-dire au début des années 60, enfin, plutôt la fin des années 60, le mode de recrutement des groupes marxistes en Éthiopie, donc ils recrutaient que dans le milieu scolaire, c'était les groupes de lecture. Et ce que devaient faire les jeunes dans ces groupes de lecture, c'était bon, eh ben toi, le manifeste du Parti communiste, ou alors Lénine, ou alors Che Guevara, tu nous fais un compte-rendu la semaine prochaine de tel bouquin en amharique. Donc, au début, il parlait amharique, puis il balançait des mots anglais au milieu. Voilà, il disait le matérialisme historique, il le disait en anglais, puis petit à petit, ils se sont mis à les traduire. Voilà. Et ça c'est un truc, j'aimerais bien le creuser plus, parce que des gens m'ont raconté qu'ils avaient renéotypé ou écrit à la main et photocopié des traductions de passages de classiques du marxisme-léninisme et du tiers-mondisme, de Fanon aussi, en amharique. Donc, qui n'ont pas été publiés tous sous forme de livres, mais qui circulaient en amharique. Voilà. Et c'est intéressant aussi de voir que c'était des jeunes, des étudiants, et ils se sont pris la tête à chercher comment traduire en amharique aussi, des termes. Donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment fascinant. Et j'ai lu là dernièrement Ngugi wa Thiong'o, je ne sais pas si vous connaissez ce romancier kényan, qui a écrit Décoloniser l'esprit. En gros, il explique qu'en fait, il faut arrêter, quand on est un romancier africain, il faut arrêter d'écrire en anglais ou en portugais ou en français, qu'il faut écrire dans les langues locales. Libre à nous ensuite de faire traduire nos œuvres en... Et en fait, il explique que tous les grands auteurs africains, y compris ceux qui se disent nationalistes, finalement nourrissent les langues coloniales en les enrichissant, au lieu de nourrir leur langue locale en lisant les œuvres des pays étrangers. Et je me rends compte que finalement, les Éthiopiens, c'est ce qu'ils ont fait.
En fait, ils ont enrichi l'amharique, ils ont enrichi leur propre langue en prenant dans le monde intellectuel et politique international. Et ça, c'est quelque chose de vraiment qu'il faudrait creuser, quoi. Bon, je vais essayer de faire court. Désolé s'il y a des questions que je zappe. On pourra peut-être en parler à un autre moment, parce que je voudrais laisser la place aux questions Donc, il y a... aux questions des autres aussi. Ouais. Tu te donnes 2 minutes. Ah, ben voilà, tu vois. Voilà. Alors, voilà. Ouais. Pourquoi les gens ne se battent pas pour l'amharique? Ça, c'est une question. Et c'est lié à d'autres questions sur un peu la situation aujourd'hui. Moi, j'étais convaincu que tous les gens, Oromo, Wolaïta, etc., étaient pour ce fédéralisme fondé sur les nationalités, étaient très contents d'apprendre leur langue locale, etc. Or, quand je suis arrivé dans le Wolaïta, j'ai commencé à parler avec des paysans. Le premier me dit « Ah non, 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 l'éducation en langue Wolaïta, non, non, non. » Ben non. Non, je le parle déjà et puis ça ne me sert à rien. Quand j'ai parlé d'assigner à résidence tout à l'heure, c'était vraiment ça. Alors, je me suis dit, c'est quelqu'un d'isolé. Puis en fait, je pose la question à plein de gens et tout le monde me dit ça. 5 kilomètres à côté, dans la ville, les gens de l'administration me disent « Ah non, mais tout le monde veut l'éducation en langue Wolaïta. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. » Et ça montre bien la capture déjà du fédéralisme et la capture du discours public par les classes intellectuelles qui parlent au nom des autres. Parce qu'ils ne disent pas, moi, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite locale, qui ait énormément d'intérêt à ce fédéralisme, mais de toute façon, moi, je parle Wolaïta ou Oromo, je parle amharique, je parle anglais. Donc, en fait, voilà. C'est eux, en fait, les militants de l'éducation en langue locale. Et ils parlent au nom des autres. Ils ne disent pas, je parle en mon nom. Ils parlent au nom de leur nationalité. Et ça me fait exactement penser, je reviens à Wationgo, qui dit, tous les romanciers africains, ils mettent en scène des paysans. C'est excellent, des paysans qui parlent en français ou des paysans qui parlent en anglais, alors qu'en fait, ils ne parlent pas cette langue. Et en fait, ils prétendent parler au nom des paysans, faire parler les paysans, mais en fait, c'est eux qui parlent à travers la bouche des paysans. Ouais, vous voyez cette idée? Et je trouve qu'il y a la même, en fait, là, actuellement, en Éthiopie. Et c'est compliqué. Hein, moi, les paysans m'ont dit, tu dis pas mon nom. La seule personne dans mon livre où j'échange de nom, c'est le paysan qui me dit, je veux le retour de l'école en amharique. C'est la seule fois où on m'a dit, par contre, si tu le dis, tu dis pas que c'est moi, tu changes le nom du village, etc. Voilà. Et donc, ouais, alors, et dernière chose, et ça va durer 30 secondes, il y a eu un travail culturel fascinant qui a été fait sous le DERG. C'est-à-dire que le DERG a monté des comités culturels dans toutes les régions en disant « Faites remonter votre culture régionale ». Le boulot qui a été fait pour faire la campagne d'alphabétisation en langue locale, enfin, ils sont partis de rien. Enfin, j'aimerais bien rencontrer des personnes qui ont participé à ça à l'époque. Parce qu'ils ont écrit des bouquins, des syllabaires, des manuels en l'espace de quelques mois dans une quinzaine de langues. C'est quand même fou, ça, comme truc. Et c'est vrai qu'après, je pense que le DERG a été dépassé. Mais pareil, je ne pense pas que les mouvements armés... Alors, il n'y a pas de front de libération du Wolaïta, et je suis convaincu que c'est une minorité, en fait, ces gens-là. Voilà, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans le Wolaïta, c'est que les gens, ils voulaient tout simplement... Enfin, ils trouvaient ça plutôt... ça suffisait, en fait, le truc dans le DERG, de ne plus être méprisé, de ne plus être animalisé. Ça leur allait. Alors après, il y a une spécificité, et je m'arrête sur ça, c'est que je pense que les Wolaïta ont très bien joué leur coup sous le DERG. Ils ont obtenu un dictionnaire Wolaïta amharique, ce que d'autres n'ont pas réussi à obtenir. Ils ont obtenu la construction d'une stèle Wolaïta au milieu d'Addis Abeba. Enfin, ils ont vraiment joué la carte de l'intégration, en fait. Et ils ont plutôt bien réussi. Voilà. Donc désolé, il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais en tout cas, ça va me faire réfléchir pas mal. Et beaucoup de vos remarques font écho aux remarques qu'on m'a fait le jour de la soutenance, en fait, aussi. C'est que ça pointe sur les écoles musulmanes, notamment, sur ces questions-là, quoi. Voilà. Donc, merci Pierre. Donc, merci aussi aux deux discutants. Donc, désormais,
on va passer à la salle. Mais avant, est-ce que Vincent voudrait tout dire quelque chose? Non, juste que voilà, c'est hyper intéressant pour moi cette comparaison avec justement cette espèce d'ambiguïté que tu décris au fond, hein, d'être à la fois dedans et dehors, enfin ce qui est un peu la position celle que j'ai essayé de décrire au fond, hein, de ce que j'ai appelé les évolués en Basse-Casamance, hein, dans la zone Diola du Sénégal, où au fond il y a des gens trouvent un chemin d'accès vers l'État. Et en particulier, alors toi en l'occurrence avec le DERG, et finalement, voilà, ça fait que, bon, il y a quand même un mouvement séparatiste qui émerge en Casamance, mais malgré tout, il y a aussi suffisamment de gens qui ont encore un accès, encore un intérêt, encore une forme d'investissement aussi, comment dire, moral ou symbolique pour jouer la carte du Sénégal, quoi. Donc, une sorte de rébellion un peu ambiguë, quoi. En tout cas, qui au final, parce que l'État sénégalais arrive à assumer ses responsabilités d'une certaine manière, malgré des moments de tension, fait que la situation, voilà, on voit bien aujourd'hui hein, une sorte de stase un peu, hein, de conflit, ni guerre ni paix, quoi, qui au fond, n'avance pas trop. J'étais aussi très intéressé de ce que tu disais sur ce décalage, évidemment, entre les paysans et puis l'élite régionale. Et au fond, en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'en fait, le clivage de classe, d'une certaine manière, est plus important que le clivage ethno-national, si on veut. Et les gens, ils ne sont pas idiots, ils n'ont pas envie de se laisser enfermer dans la case indigène, en gros, quoi. Et en fait, c'est un truc aussi qu'on a vu 1000 fois dans toutes les tentatives en Afrique de l'Ouest. Étienne pourra en parler mieux que moi, mais pour réfléchir à des pédagogies un peu adaptées, tu vois, en langue locale ou avec enfin, soit un contenu, des disciplines un peu localisées, soit des langues locales. En fait, il y a un refus. Hein. L'enjeu, c'est vraiment une demande d'égalité avec la langue du centre. Parce que les gens, bah, ils ne sont pas idiots, ils voient bien que c'est la langue du centre, la clé. Et au fond, c'est exactement la même dynamique, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a voilà, c'est assez frappant en fait. Hein. Voilà, c'est tout, Vincent? C'est tout? Très bien. Donc, la discussion est ouverte. Donc, qui aurait une question, qu'il soit libre de poser la question à Pierre? Zoé, j'ai l'impression. Oui, je ne savais pas si on me voyait. Merci. Ah, pardon. Remarque, pardon. Pour organiser le débat, peut-être que les gens qui veulent poser une question, vous mettez dans la discussion, dans le chat par écrit, et comme ça, Régio a un ordre de prise de parole. Voilà. D'accord, donc merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et puis aussi merci aux deux discutants pour leurs remarques complémentaires. Donc je m'appelle Zoé Kétu, je suis doctorante en sciences politiques au LAM et je travaille sur la catégorie Toi au Burundi. Donc la catégorie Toi qui est une catégorie historiquement mise à la marge des principaux centres de pouvoir et de décision au Burundi, mais aussi des dispositifs scolaires. Et donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse aux intersections entre l'ethnicité et la subalternité. Donc, à partir de là, j'avais une première question. Vous parliez en introduction de la violence inhérente à la politisation des identités, mais finalement, sur mon terrain, même si en fait, c'est un peu contre-intuitif dans la région des Grands Lacs, la politisation des identités dites ethniques n'a pas toujours nécessairement conduit à des phénomènes de violence. Ça a pu conduire à des formes d'émancipation, à des réseaux internationaux de mobilisation, à des réseaux de solidarité. Est-ce que dans votre cas, en Éthiopie, c'est quelque chose que vous avez pu observer aussi, des phénomènes de politisation des identités sans violence, si je peux le dire comme ça? Et j'ai une deuxième aussi petite question. Vous disiez aussi en introduction que l'ethnie était un gros mot. Donc, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu pourquoi vous avez décidé de bannir visiblement complètement ce mot-là? Vous parlez d'identité à la place d'ethnie. Est-ce que, enfin, en quoi pour vous l'identité est un terme plus satisfaisant? Voilà, je vous remercie. Merci Zoé. Donc, une autre question? Bonjour. C'est qui? Alors, moi,
Et je vais me présenter, du coup, je m'appelle Orion Lemray, je suis étudiant du coup à l'INALCO. Je me suis intéressé en fait à cette conférence parce que je dois faire une fiche de lecture. Donc pour l'INALCO, c'est où j'étudie l'Amérique. Du coup, ma question, elle reposait sur un personnage en fait, sur la personne de Haile Mariam Desalegn, donc, qui était l'ancien premier ministre éthiopien et aussi de l'Union africaine, qui était d'origine Walaïta. Et du coup, je voulais savoir un petit peu en termes de représentativité politique, est-ce qu'il y avait des personnes auxquelles le peuple Walaïta se réfère majoritairement, qui du coup en plus avaient eu accès au pouvoir? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Probablement une troisième question et puis on laisse Pierre répondre et puis on reviendra pour la 12e session. Ben, je vais répondre. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ces questions. Alors, je vais commencer par répondre à Zoé. Effectivement, l'identité, c'est pas nécessairement. Ça peut être constructif et sans violence, et ça peut être un vecteur d'émancipation aussi. Et effectivement, en fait, je pense que ce que j'ai pas assez précisé au départ, c'est que là, je parle vraiment depuis un présent éthiopien où on est venu à des niveaux de haine entre les différentes ethnies, mais ils disent nationalité en Éthiopie, qui est terrible, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, là, et la référence avec le Rwanda, malheureusement, là, pour le coup, c'est qu'actuellement, les Tigréens, donc il y a une guerre entre les personnes, les appellent les punaises de lit. Donc, on a une animalisation extrêmement violente. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un café à Addis Abeba, on prend un café et les gens à table d'à côté sont en train de dire la guerre contre les punaises de lit, etc. Donc, voilà. Et donc, je parle depuis ça. Et pourquoi moi j'insistais sur cet aspect, c'est qu'en fait, avec le système qui a été mis en place dans l'Éthiopie fédérale, l'idée au départ, c'était effectivement de faire une place à chacun, de faire une égalité. Hein, sauf que du coup, le seul vecteur de revendication politique, c'est l'identité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un paysan, une femme, quelqu'un de subalternisé d'une nationalité, vous êtes obligé de passer par les élites de votre nationalité pour revendiquer quelque chose. C'est extrêmement compliqué de créer, par exemple, un parti ou un mouvement qui sera inter-nationalité. Et là, ça a vraiment coincé, ça a sclérosé le truc. Et aujourd'hui, les jeunes générations, elles ont grandi en disant qu'en fait, l'idée, le truc, c'est pas de construire un pays ensemble, c'est chaque nationalité se bat pour en avoir plus que l'autre. Et ça, c'est vraiment terrible, du coup. Et ça a été construit. Alors, bon, les collègues politistes sont sûrement meilleurs que moi sur ce sujet-là, quoi, mais moi, c'est quelque chose que je vois en lisant la presse, etc., en Éthiopie, et je le vois même dans des discussions entre amis, en fait. Quelqu'un qui commence à avoir un discours un peu de classe, il se fait isoler de la discussion immédiatement, quoi. Voilà. Donc, je parlais en fait depuis le contexte éthiopien, qui est aujourd'hui extrêmement violent. Alors ensuite, par rapport au mot d'ethnie, alors c'est vrai que c'est vraiment compliqué de l'éviter, et vous avez remarqué que je suis obligé de faire des circonvolutions pour l'éviter. Alors, pour moi, le problème, il y en a deux. C'est que les ethnies, c'est les autres. C'est-à-dire, on ne dira jamais que les Bretons ou les Limousins sont une ethnie. Les ethnies, c'est les Africains, les personnes infériorisées, à mon avis. Et même quand le terme est apparu aux États-Unis, tout le monde était ethnie, sauf les WASP. Les Blancs protestants, ce n'est pas une ethnie. Les ethnies, c'est les Latinos, les Noirs, etc., quoi. Donc, il y a ce côté-là, quoi. Et après, ce qui m'embête aussi directement concernant l'Afrique en particulier, c'est que l'Afrique, c'est le continent, j'allais dire le pays, vous avez de l'horreur, c'est le continent des ethnies. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a une guerre ou un problème en Afrique, le sens commun, les médias vont dire c'est une guerre ethnique. Voilà.
les raisons économiques, les raisons politiques, pas besoin de s'attarder trop dessus, c'est une guerre ethnique. Et c'est extrêmement dérangeant. Il y a du racisme là-dedans, quoi, clairement. Moi, personnellement, en France, on ne m'a jamais expliqué que la Seconde Guerre mondiale était une guerre ethnique. Pourtant, c'en est une, si on va par là. Mais voilà, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une... En fait, on n'a plus voulu dire tribu, parce que tribu, c'est colonial. On dit ethnie à la place, et en fait, finalement, on a récupéré toutes les vieilles représentations coloniales derrière le mot ethnie. Je résume, et je sais que je peux débattre avec des collègues là-dessus, mais voilà, je préfère éviter ce mot parce que je le trouve... Enfin voilà. Et en effet, il n'y a pas vraiment de terme pour le remplacer. Mais souvent, moi, je vais utiliser de mots différents suivant le contexte. C'est que des fois, quand on parle d'ethnie, on peut parler d'un groupe linguistique. Voilà, par exemple. Haïlé Mariam Dessalegn. Alors, en effet, le Premier ministre qui a eu avant Abiy Ahmed, qui est Premier ministre maintenant, c'est Haïlé Mariam Dessalegn, et effectivement, c'est un Wolaïta. Alors, ça a été la fête dans le Wolaïta quand il a été élu Premier ministre, mais 6 mois après, 6 mois après, les Wolaïtas ne l'aimaient plus trop, parce que justement, ils ne défendaient pas spécialement leurs intérêts. Ce qui est tout à son honneur, hein. Il se considérait comme Premier ministre de tout le monde, mais les Wolaïtas, enfin les nationalistes Wolaïtas, lui en voulaient beaucoup de ne pas les favoriser en quelque sorte. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très apprécié dans le Wolaïta du tout. Et étrangement, la figure historique du Wolaïta, c'est un Amara. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Garma Menowai, qui était gouverneur du Wolaïta pendant 1 an à la fin des années 50, qui a mis en place les premiers centres d'alphabétisation, qui a destitué les juges officiels de l'État et qui a fait élire des juges par les villageois eux-mêmes, et qui s'est fait exclure, en fait, en gros, l'aristocratie locale a fait pression sur l'empereur Haïlé Sélassié pour le sortir de là, quoi, ce gouverneur. En fait. Et aujourd'hui, il y a des histoires qui circulent sur lui dans le Wolaïta absolument fascinantes, où c'est un Robin des Bois, quoi. Les gens, ils racontent qu'il se promenait déguisé, on dirait vraiment James Scott, l'infrapolitique, où les gens disent « Ah oui, il venait dans les procès, où il rentrait dans les commissariats déguisé en paysan, il regardait les injustices et tout à coup, il enlevait son costume de paysan et il fait « Regardez, c'est moi le gouverneur. Ce que vous faites, vous, les policiers, c'est mal, etc. etc. » Et les gens racontent des histoires comme ça. Voilà. J'ai fait un article là-dessus qui m'a fait beaucoup plaisir à écrire dans Northeast African Studies, qui est sur la légende de ce personnage. Et pourquoi les gens l'adorent? Parce qu'ils disent c'est la première fois que quelqu'un venait d'Addis Abeba et était le gouverneur des esclaves et pas des aristocrates. Et ça, voilà. Ça montre aussi cette ambiguïté, hein, d'une forme de régionalisme, mais en même temps, c'est-à-dire que les nationalistes Wolaïta ont comme figure tutélaire un aristocrate Amara qui a été gouverneur chez eux pendant 1 an. Et quand je dis ça, quand on rentre dans le Wolaïta Hall, c'est un grand centre de conférence dans le Wolaïta, il y a un grand tableau de Garma Menowai, de ce mec-là. Donc, c'est pas simplement les paysans qui en parlent, c'est une figure, c'est une figure. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, à vos questions. Oui, merci. Voilà, on peut encore avoir quelques questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions ou pas? David? Oui, Rédio. Oui, allez-y. Merci encore, Pierre et à Jean-Nicolas et Étienne pour cette super discussion, c'est vraiment passionnant. Non, écoute, Pierre, moi je retiens quand même de cet échange la complexité de cette question, ce clivage, tu vois, que tu soulignes, donc ethnie, classe, et ces lieux de fracture. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment envie de lire les pages
j'ai envie de lire le bouquin, je ne l'ai pas lu encore, il est à la bibliothèque, donc on va pouvoir le lire, c'est super. Mais les pages qui concernent, si tu veux, la massification scolaire sous le Derg, ça m'avait l'air... vraiment, je pense que là, on peut trouver énormément de choses. Mais justement, vous l'avez bien dit avec Jean-Nicolas, et toi, Pierre, vous l'avez dit, cette relation du Derg, qui en même temps, dans une logique marxiste, a cette massification scolaire, et en même temps, c'est quand même le Derg qui crée l'Institut des nationalités éthiopiennes en 85, qui commence à mettre dans des boîtes, et tu l'as bien redit, c'est la diversité de l'ensemble éthiopien, et qui reconnaît la nécessité de donner une place à cette diversité. Donc là, on a quelque chose qui est quand même, pour moi, qui n'est pas simple, et j'ai l'impression parfois que tu l'as un peu tranché là, dans la discussion un peu vite. Je ne peux pas dire exactement du côté Wolaïta, je ne connais pas, mais prenons ton exemple sur Teddy Afro, ce qui t'est arrivé avec Teddy Afro. Enfin, quand même, que des jeunes donc non Amara soient tellement outrés par le personnage. Je ne suis pas sûr que ces gens-là qui réagissent à côté de toi dans ce bar se disent, moi je veux un poste au Killil, donc au gouvernement régional, je suis une élite, je me vois comme une élite lettrée, etc. Quand on voit, tu sais bien, la mobilisation qu'on a eue en 2015 des Oromo, notamment pour les questions du master plan, de l'augmentation d'Addis Abeba et de l'appropriation des terres cultivées autour de la capitale, cette mobilisation-là, à mon avis, on ne peut pas la raccrocher, enfin je pense que tu en seras d'accord, on ne peut pas la raccrocher uniquement à une élite lettrée qui vise des positions infragouvernementales au niveau du Killil, donc au niveau de l'État fédéré, de la région. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de profond là qui se joue, qui est sacrément difficile. C'est vraiment la clé en Éthiopie. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus difficile, le plus explosif. Et voilà, je voulais juste te dire un peu de pour la discussion, que j'ai trouvé que là, on l'a tranché un peu vite. Voilà, en gros, le paysan Wolaïta compte sur la langue amharique. Ça, je trouve que c'est très bien, c'est tout à fait intéressant et c'est à garder à l'esprit. Mais je ne pense pas que ça permette de balayer vraiment la question d'une mobilisation qui n'est pas que l'œuvre d'une élite lettrée, ce qu'a pu dire des fois Vincent Fouché sur la Casamance, sur une élite qui a été formée, qui devait accéder à des positions gouvernementales et qu'au moment des ajustements structurels où le robinet se referme, ça produit des frustrations parce qu'on n'a plus l'accès à des positions qu'on avait anticipées pour nous en tant qu'élite lettrée, etc. Donc ça doit jouer aussi. Mais encore une fois, je crois que le mouvement qu'on avait observé 2015-2016, j'aurais du mal à le limiter à ça. J'ai quand même quelque chose de profond et l'idée du Neftenia, l'insulte du Neftenia, de cet homme en armes qui a servi l'empereur et pour qui on exproprie des paysans et qu'on donne des terres dans des terres conquises pour le remercier sur un mode complètement féodal. La portée de ce mot qui est partout, le Neftenia, mais c'est partout, à part chez une certaine élite amara. Mais, donc là, j'ai l'impression qu'il y a un débat qui est super passionnant, qui est central pour l'Éthiopie. Et j'avais juste envie de dire qu'on n'a pas apporté la réponse là, en fait. Non. Par contre, on a ouvert des portes pour le traiter de manière passionnante. Et via ton entrée par l'école, ça m'a semblé passionnant. Et je voulais également dire un point qu'a pointé Étienne, moi qui me donne envie vraiment d'y réfléchir, c'est Étienne a dit l'importance de... On a un événement en Éthiopie qu'on n'avait pas au Sénégal, c'est le renverser... Tout est renversé sur la table par cette habitude de ne pas concevoir le changement de pouvoir autrement que par un chamboulement, une destruction de l'avant, etc. Et je pensais un peu à des lignes de Lefort sur le Mengest, sur ce que c'est que le pouvoir en Éthiopie. Et c'est vrai que là, on touche quelque chose quand même qui, pour le politiste, c'est central, cette conception du pouvoir avec ce tout ou rien, cette destruction du prédécesseur. Ça pose là quelque chose qui me semblait vraiment intéressant. Mais encore une fois, ce n'est pas
c'est pas un élément d'information que j'apporte. Là, je trouve qu'on a vraiment des choses à réfléchir et j'ai vraiment l'impression qu'à travers ton bouquin, on touchait quelque chose. Et je voulais inviter Vincent Fouché, pour finir, à étudier la musique, faire le parallèle Youssou N'Dour et Teddy Afro, parce que Youssou N'Dour, c'est son grand truc dans tous les concerts à Bercy, c'est « mais où sont les Lébous ?» mais où sont les... Enfin, voilà. Et il fait le tour de tous les groupes. En fait, c'est les chanteurs à qui on a confié la tâche d'assurer la cohésion et qui jouent ce jeu-là. Et bon, on a pareil chez les Sénégalais, c'est ce que je voulais dire. Et par contre, je ne sais pas s'il est détesté, Youssou N'Dour, chez des minorités, mais Teddy Afro, tu nous l'as confirmé. Voilà, c'était une petite blague. Merci encore pour cette super... Merci David, et oui, tu as raison, j'y suis allé à la hache, et parce qu'en plus, non seulement il y a une complexité, on va dire, sociale de ce que tu dis sur les révoltes de 2015, etc., mais aussi, il y a même une chronologie que je n'ai pas dite. C'est vrai que quand moi je dis, finalement, je pense qu'en 91, c'était quand même plus tranché, c'est-à-dire, en tout cas dans le Wolaïta, vraiment personne ne voulait l'éducation en langue locale et enfin, les gens s'en foutaient un peu. Et même quand j'ai posé la question, vous pensiez quoi en 91? Les gens, ils n'avaient même pas pensé à un fédéralisme de ce type. Enfin, ça leur arrivait comme ça, quoi, vraiment. Ils s'étaient pas battus pour et voilà. Et en même temps, il s'est passé des choses en 30 ans. C'est qu'aujourd'hui, la génération qui a 30 ans, ils n'ont connu que ça aussi. Et ça c'est, je pense que Mehdi Labzaé a vraiment creusé ce truc-là. Moi, c'est vrai que des fois, je suis un peu bêtement historien aussi. Je me suis arrêté à 91 et puis là, je lis la presse, je lis mes collègues, mais je ne fais pas vraiment de recherche là-dessus. J'ai fait un papier. Alors, pourquoi aussi j'ai parlé beaucoup de la langue? J'ai fait un papier pour Polaf parce que vous l'avez demandé sur l'histoire des langues d'enseignement, un truc que j'ai publié en 2015, sur les langues d'enseignement dans le Wolaïta en 2015. Mais en gros, c'était une commande, j'ai trouvé ça chouette de faire ça, mais c'était l'occasion qui a fait le larron. Moi, maintenant, je travaille sur l'histoire des féminismes dans les années 50, 60, jusqu'aux années 80, quoi. Mais voilà. Donc, quand Étienne aussi me demandait, c'est vrai que c'est dommage, je me suis arrêté à 91, je vais un peu botter en touche, mais je trouve que j'ai d'excellents collègues politistes et on est peu d'historiens du contemporain, en fait. Voilà, et j'avais vraiment, même quand j'ai écrit la thèse, je me suis dit, ce champ-là, il est occupé par Jean-Nicolas, par Mehdi, par Sabine, par David. Je me suis dit, moi, je vais m'arrêter à 91, quoi. Alors, c'était un peu commode, mais voilà. J'avais un peu cette idée-là aussi de partage du boulot. Merci Pierre, merci David. Désormais, nous aurons la question de Mélanie. Donc Mélanie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. C'était vraiment très très intéressant, Pierre. J'ai hâte de lire ce livre. Et j'ai une question bêtement historienne aussi, du coup. Une question de méthodo toute simple, parce que c'est sans doute une question un peu naïve pour vous qui connaissez si bien le contexte éthiopien, mais je m'intéresse à la question des sources que tu as utilisées. Et voilà, je voulais que tu t'expliques un petit peu plus les différentes sources que tu as pu utiliser. Tu as beaucoup parlé des manuels scolaires, mais est-ce que tu t'es aussi basé sur des sources officielles, sur des entretiens, des sources privées, des carnets, des carnets de notes, ce genre de matériel qu'on peut trouver chez les gens, quoi, auprès des anciens élèves, des anciens apprenants? Voilà. Bref et concis. Oui, je vais te répondre aussi rapidement. Ouais, j'ai un peu fait de tout bois. Fait de tout bois. Non, en gros, j'étais au ministère de l'Éducation, où ils ont des archives avec les rapports, les comptes rendus de réunion, les curricula, etc. Les manuels scolaires et la littérature scolaire aussi, c'est-à-dire les romans qui étaient lus à l'école. Alors, au moment du livre, je n'ai pas assumé de trop m'en servir. Je m'en sers un peu moins que les manuels. Alors que maintenant, je me rends compte, j'ai l'impression, en discutant avec les gens, que finalement, les livres, les romans étudiés à l'école ont beaucoup plus marqué les gens que les manuels scolaires. Les romans sont des outils didactiques. Surtout qu'ils étaient parfois écrits à l'usage des écoliers. Quand on est dans des sociétés peu scolarisées, les romanciers, ils écrivent pour qui? Ils écrivent pour les élèves, en fait. C'est-à-dire que c'est des fois même des commandes du ministère. Donc, voilà. Donc,
je cite des romans dans le livre, mais je pense que j'ai manqué de courage. J'aurais dû le faire beaucoup plus et je n'ai pas assumé d'une certaine manière. Voilà, et j'ai fait beaucoup d'entretiens. J'ai fait beaucoup d'entretiens de deux sortes, des entretiens informatifs et aussi, j'ai beaucoup demandé aux gens d'interpréter. Quand je voyais que les gens interprétaient, je les incitais à continuer. Parce que j'ai tenté avec les sources orales, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, et vous me le direz, mais j'ai tenté de faire quelque chose de multivocal dans le sens où j'ai essayé de, quand je me mettais à interpréter, de ne pas dire regardez, telle personne dit ça, telle personne dit ça, moi je les prends, je les critique et je vous dis ce que c'est. J'ai vraiment tenté de dire moi en tant qu'historien je dis ça, mais voilà, j'ai tenté d'être une voix parmi les autres. Je ne sais pas si j'ai réussi à le rendre, mais et c'est même quelque chose que j'ai envie de continuer à travailler de plus en plus. En gros, il y a les gens qui parlent, il y a les sources et il y a l'historien, mais l'historien n'est pas au-dessus des sources, quoi. Voilà. Juste, je me permets d'abuser de mon privilège de co-organisateur du séminaire, puisqu'on parle roman et nation. Et la question du roman, c'est une question centrale dans les travaux de Benedict Anderson sur l'imaginaire national, en fait. Il s'intéresse énormément, en fait, à cette production dont tu parles, en fait, quoi, de romans vernaculaires, parce que, évidemment, ces romans vernaculaires, le modèle du roman, hein, tel qu'il se construit dans la littérature européenne et qui se diffuse, c'est le roman d'éducation. C'est le roman du jeune homme qui précisément va à l'école et fait face au monde, quoi. Donc il est toujours biographique, ou enfin voilà, il parle au fond très profondément à ces publics-là et il est construit pour ces publics-là. Il y a une réflexion sur tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est une source très jolie, quoi. Et voilà, il y a un vrai parallèle là, hyper intéressant à suivre chez Anderson. Hyper intéressant. Et pour continuer dans cette lignée, pour continuer de répondre à Mélanie, il y a aussi une source scolaire qui est très importante et qui sont négligées, c'est les chansons et le théâtre. Toutes les activités là, ça c'est frappant. Je veux dire, moi, les gens là, j'ai beaucoup de pages où je parle de pièces de théâtre qui étaient jouées parce que pendant la campagne d'alphabétisation, notamment dans les écoles, il y a toujours eu des pièces de théâtre didactiques. Et pendant la campagne d'alphabétisation, il y avait des troupes, c'est-à-dire chaque lycée avait une troupe de théâtre. Ils montaient des petites piécettes sur pourquoi est-ce qu'il faut être alphabétisé, pourquoi est-ce que c'est mieux une société communiste qu'une société féodale, etc. Et ces troupes partaient dans les villages pour jouer les pièces dans les villages. Et moi, j'étais frappé par... je commence à faire des entretiens avec d'anciens élèves ou avec des paysans, et les gens, ils me racontent des pièces de théâtre qu'ils ont vues au début des années 80, donc il y a 50 ans, et les gens me racontent « Ah, il y a une pièce de théâtre qui disait ça, qui disait ça, qui disait ça. » Ils s'en rappellent très bien. Les chansons, les gens, ils se mettaient à me chanter des chansons comme ça, des chansons qu'ils chantaient quand ils avaient 6 ans. Ils s'en rappellent par cœur des chansons, alors que personne ne se rappelle d'un manuel scolaire. Voilà, et je pense que c'est pareil pour nous, hein. On se rappelle de Zadig et de je ne sais plus ce qu'on a fait en cours de français, beaucoup plus que du manuel de seconde, en fait. Voilà. Et par rapport Benedict Anderson dit quelque chose d'intéressant par rapport il parle de la simultanéité du temps de la nation, c'est-à-dire deux personnes appartiennent à une même nation parce que même s'ils ne se croiseront jamais, dans leur esprit, ils ont la conscience d'appartenir à la même communauté, même s'ils ne se croiseront jamais. Donc, c'est dans leur tête qu'ils font partie de la même communauté. Bon. Et il explique que la lecture de la presse est extrêmement importante pour ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un lit le journal le matin, il sait qu'à la même heure, il y a des milliers, des millions de personnes qui lisent la même chose et que ce type de rituels font la nation. Eh bien, les chansons scolaires, je pense que c'est la même chose. Les enfants qui se retrouvent le matin pour le lever du drapeau, et il y a ça dans énormément de pays dans le monde, quand un enfant se met en rang et se met à chanter la chanson, l'hymne national, je ne sais quoi, il sait qu'à la même heure, dans tous les coins du pays, tous les enfants sont en train de faire la même chose. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça crée dans le sentiment d'appartenance commune, etc. Donc voilà, en tant que source scolaire, je trouve vraiment que les chansons, les romans et tout ça sont peut-être plus importants que les manuels scolaires sur lesquels on se concentre beaucoup. Et moi, le premier, en fait. Mais voilà.
Bien. Merci Pierre une fois de plus. Merci à Jean-Nicolas, aussi à Étienne Smith pour cette belle, on va dire, réflexion, exposition. Et parce que cette discussion est si passionnante, on aurait pu continuer. Mais comme vous le savez, on est effectivement à la fin de notre temps. J'imagine qu'il y aura des poursuites de discussions par mail, parce qu'une bonne partie d'entre nous, on se connaît, donc on peut parfaitement bien prolonger ces discussions. Donc, une fois de plus, merci à tous.